Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Je suis toujours contente de vous voir, puis j'ai envie de vous dire tout de suite, ça va être qui l'invité. Après ça, je vais vous parler d'autres choses parce que ça fait longtemps que j'attends cet invité-là. Je l'ai invité souvent et là, elle a finalement dit oui, c'est Ariane Moffat. J'aime Ariane Moffat depuis qu'elle a commencé avec Daniel Bélanger. J'ai hâte qu'elle nous en parle tantôt, mais elle était dans la jeune vingtaine et tout de suite, je me disais, OK, ça, c'est comme une jeune prodige, là. Il y a quelque chose avec cette femme-là et je pense encore ça aujourd'hui. Elle a une petite étincelle, elle a quelque chose, en tout cas sur le plan musical, qui est assez exceptionnel. Fait que je serais très contente. Je sais qu'elle est arrivée, donc j'ai hâte de la recevoir. Mais avant, évidemment, j'aime ça vous parler. Je vais vous parler d'un de nos partenaires, parce que maintenant, on a la carte de Spaceman pour les abonnés Patreon. Je vais vous parler du Spaceman quand même parce que c'est au Québec, on a plusieurs spas et ce spa-là fait partie de, je pense, de ceux que j'avais déjà le plus entendu parler. Ça fait déjà plusieurs années que je le connais, mais c'est vraiment un endroit où on peut se ressourcer, où on peut vivre. C'est comme un tout inclus du mieux-être, j'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est dans les cantons de l'Est, c'est à 1 heure de Montréal, 2h30 de Québec, c'est en pleine nature. Ils ont des, en tout cas, je ne veux pas trop vous en dire, là, vous pouvez aller sur leur site, mais je veux dire, il y a quand même des lieux d'habitation où des fois, il y a 4 chambres, 5 chambres, puis vous êtes tranquille, vous pouvez y aller en groupe, vous pouvez y aller seul, mais il y a quelque chose de très personnel et c'est surtout qu'ils ont beaucoup d'experts aussi pour prendre soin de nous. Autant il y a des soins qu'on retrouve un peu partout dans les spas, mais ils ont des soins aussi plus personnalisés, toujours axés sur le bien-être, autant physique que mental. Donc, ça peut même être une transformation pour certaines personnes parce que si vous voulez vivre il y a plusieurs expériences. Si vous voulez en vivre une pleine, on parle ici de transformation, mais vous pouvez y aller aussi juste une demi-journée ou encore toute la journée où vous pouvez vivre. Donc, il y a plusieurs façons d'y aller, mais ce que je sais, c'est qu'on ressort avec des outils pour se sentir mieux. Et ça, c'est un peu, je pense, la motivation de tous nos partenaires parce qu'on choisit les partenaires qui font partie de Ouvre ton jeu, entre autres, parce qu'on a besoin de partager les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là, c'est de se sentir mieux, d'être bien dans sa vie, d'améliorer ses conditions. Et je vais les remercier tout de suite parce que, bon, il y a aussi Karine Jonca que vous connaissez. J'en parle à toutes les semaines depuis la création de ce podcast-là. Karine Jonca aussi travaille beaucoup sur le bien-être, entre autres, des femmes par les soins qu'elle offre. Elle vous offre 15 % de rabais sur ses produits si vous faites des achats en ligne. Et le code promo est Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, c'est la même chose. La sphère de l'intimité, la sphère de la sensualité, de la sexualité, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie et on est fiers aussi de les avoir comme partenaires. Et le code promo qu'ils vous donnent, c'est ROSE15 pour 15 % de rabais sur tous vos achats en ligne. Et les yeux, vous savez, comme c'est important, la vue est un sens, un des 5 sens, mais qu'on ne veut certainement pas perdre ou encore, quand on commence à perdre la vue, on veut aller chercher ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous parle ici d'Opto Réseau, 86 cliniques indépendantes à travers le Québec. Alors, et évidemment, ma plateforme, le Marie Club Espace Mieux-être, je pense qu'il unit un peu tout ça parce que le but de cet espace-là, c'est d'être mieux dans sa vie, de s'améliorer, d'apprendre, d'avoir des outils entourés. Déjà, on a plus d'une 30aine d'experts qui viennent donner des ateliers. On est vraiment plusieurs membres, on se parle entre nous, on apprend à se connaître. On a un événement en présentiel qui s'en vient le 27 septembre prochain à l'Espace Saint-Hyacinthe à Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aller sur le marieclaude.com, il y a tous les renseignements. Et si vous voulez adhérer au Marie Club, on vous offre 10 % de rabais avec le code promo Club 10. Voilà pour nos partenaires extraordinaires. Maintenant, un gros merci à l'équipe qui est toujours avec moi, Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Étienne Collard à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Et il est temps de faire rentrer cette femme que j'aime tant et je sais que vous l'aimez beaucoup. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait partie du paysage artistique québécois. Alors, je vais laisser place à Ariane Moffat. Il y a une partie de moi qui aurait pu s'imaginer être une personne qui va sur des plages nudistes. Là. Il y a quelque chose dans le côté... Tu pourrais le faire?
je veux dire, je serais pas mal à l'aise avec cette idée-là de voir le corps comme d'arrêter de toujours vouloir soit le cacher ou soit de revenir à quelque chose d'un peu primitif avec ça. Je trouve que c'est une façon aussi de s'accepter ou de revenir à quelque chose d'hyper normalisé sur l'anatomie. Puis, fait que, oui, si tu passes devant chez nous, tu vas peut-être me voir tout nu en train de marcher dans la maison. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Elle est devant moi. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'avais hâte de la recevoir. Elle représente beaucoup. Autant dans tout ce qu'elle a écrit, entre autres, je me souviens de Poussière d'ange, qui pour moi était quelque chose de particulier où on parlait d'interruption de grossesse de cette façon-là, sur l'impact que ça peut avoir chez la femme qui vit ça. Et on en parlait avec toute cette douceur, on enveloppait cette femme-là. Et moi, ça m'a déjà marqué qu'elle ose parler de ça, puis en même temps, en osant, ben ça fait en sorte que ça fait partie d'une vie. Et à plein de moments, elle m'a marqué, cette femme-là. Et je suis très, très contente de l'avoir aujourd'hui. Bonjour, Ariane. Allô, Marie-Claude. Je suis très contente de t'avoir, Ariane Moffat, devant moi. Je parle de Poussière d'ange, mais j'aurais pu parler de beaucoup de choses. Mais c'est ça qui m'est venu parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à quelque part et cette chanson-là jouait. Et je me disais, hey, ça a été marquant. En début de parcours, hein, ça a été un baume pour plusieurs femmes et plusieurs hommes. Puis je pense que c'est la chanson dont on m'a plus parlé, définitivement, depuis mes 25 ans. Fait que oui, ça m'a touché que tu entres avec ça, parce que c'est aussi une grande vulnérabilité. Pour moi, c'était un cadeau offert à une amie à l'époque. C'était ma seule façon. Dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois que la seule façon d'exprimer profondément ce que je ressentais, c'était à travers une chanson cadeau offerte. Et comment elle a reçu ça, ton amie? Ah, mon Dieu! Elle a reçu ça d'une manière, je pense... mettons, le baume que ça peut faire. Imagine si c'était pour toi, là. Fait que je pense que ça y a fait un grand bien. Puis, c'est aussi comme une acceptation. Oui, c'est vrai. C'est comme un peu de valider le fait que c'est des décisions qui sont tellement difficiles à prendre, à assumer, avec lesquelles vivre. Je pense que la chanson, je pense qu'elle dit un peu comme une mère, c'est correct, tu sais, ça va être correct, puis plus tard, ça sera peut-être autre chose. Puis je pense que des fois, dans des grands moments là, de vertige, c'est juste de ça qu'on a besoin, de se faire dire, c'est apaisant. Ça va être correct. Ouais. Et apaisant, puis dans le regard de l'autre aussi, où il n'y a pas le jugement, mais tu sais, ce que tu lui offres ça, c'est tellement magnifique. Dis-moi comment tu vas. Je vais bien. Je suis contente d'être ici. Il me semble que c'est un rendez-vous qui a tardé un peu. Puis je suis contente. Je suis dans une période de début de spectacle après le lancement de mon album. Justement, les festivals commencent. Puis là, je retrouve la joie pure de connecter avec le public. Puis j'ai l'impression d'avoir vraiment travaillé fort puis d'avoir eu un plan que j'ai mis à exécution. Puis des fois, il y a des plans on se dit « Ah ouais. » Mais là, j'ai l'impression d'être dans mon plan. Ça m'apporte une grande satisfaction de dire c'est ça, c'est comme ça que je voulais mettre au monde ce dernier album-là. Puis là, la façon dont ça se déploie, c'est en phase avec ce que je voulais. Puis c'est comme dans la vie, quand on sent qu'on est en phase avec soi, il y a quelque chose qui... Puis tu le réalises. Ouais. Des fois, quand on avance en temps, on réalise qu'on est en train de vivre davantage. C'est vrai. Ouais, on est peut-être... Parce qu'on n'est plus, conscient ou... Je pense aussi qu'on a plus la même mise sur là où on va. Ou des fois, on sait, cette fois-là, tu sais, il y a plus d'expérience, on n'avait pas tout à fait ce qu'on voulait, puis on dirait qu'on va le chercher tranquillement. Puis j'ai toujours l'impression, mais ça, c'est peut-être un peu, je sais pas, ésotérique, mais qu'il y a comme des périodes de grande récolte dans la vie, où on a l'impression qu'on sème, on sème des choses, puis... On sait pas trop, on sème, puis à un moment donné, ça prend tout son sens en même temps. Ça résonne. Ce que tu dis, c'est vrai. Je serais peut-être dans un moment de récolte printanière, le fun. Mais oui, parce que c'est vrai que des fois, on travaille fort, on travaille sur soi. Tu sais, moi, je sors d'une période aussi avec les jeunes enfants, tu sais, une période de la vie extrêmement exigeante où j'ai toujours tout voulu, je veux tout, là, tu sais, puis assumer ça, puis être complètement groundé là-dedans,
ça a été vraiment tough, là. Je vous tout de suite et maintenant. Ici. Ils ont quel âge, tes enfants? Là, écoute, c'est fou, là. Paul et Henri entrent au secondaire en septembre. Puis Georges est en 2e année il y a 7 ans. Fait qu'on est dans une grande période de transition. J'ai fait un show il y a 2 jours. Je lève la tête, puis j'en ai un qui c'est lunettes fumées à côté de sa gate qui est comme ça. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'était OK, la poussette double, on amène, puis là, je culpabilise pendant le soundcheck, puis là, ma blonde est pas. Là, ils sont là, puis ils profitent, puis ils sautent avec la crowd dans mon show. Fait que c'est incroyable. Wow! Non, mais c'est tellement une belle façon de s'exprimer face à ce que tu es, ton travail. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est beau. Puis c'est le reflet, quand tu dis prendre conscience, le reflet, c'est de voir tes proches, les plus proches qui sont là, puis qui vivent ça avec toi. C'est leur regard sur ce que tu fais, puis c'est là que ça prend tout son sens. Hey, avant de commencer, moi, je veux juste te dire que je t'ai apporté aussi un jeu. Qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est des cartes. Ah, pour ton album Air de jeu. Ah, t'as fait un jeu. Hein? Ben oui, mais je te shafte, moi. J'aime ça. Vas-y dans ta minute. Non, c'est juste de la merch. Fait que c'est Air de jeu. C'est un jeu de classe. Il n'y a pas de question là-dessus, là, mais regarde, je suis le Joker. Ben, OK, fait que t'as mon Joker. Queen. Ah, t'es la queen aussi. Mais je suis aussi le king. C'est ça qui est le fun. Mais, OK, t'es tout. T'es tout. Je suis tout. C'est ça. Moi et moi. Et moi et moi. Mais ça, c'est ça. Donc, tu les vends avant tes spectacles. Exact. Un peu comme des t-shirts. Ah, ben, bref, merci. je voulais juste t'en offrir si tu veux jouer aux cartes en famille. Mais ça m'a, on va jouer, là, mais ça m'a interpellé le titre Air de jeu. Tu vois, l'autre fois, je parlais avec une amie, justement, je l'invitais à venir faire le podcast ici. Tu peux les ranger. Puis elle m'a dit, écoute, parce qu'elle m'a dit, faut elle a un chum, puis elle dit, mon chum va me réapprendre à jouer. Puis après ça, je vais être prête à aller faire Ouvre ton jeu. et moi, je suis beaucoup dans le jeu aussi. Je trouve que cet aspect ludique-là, c'est parce que le jeu nous amène dans d'autres zones. Et là, toi, tu arrives avec ton album Air de jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a besoin dans la lourdeur de ce qu'on vit, de se reconnecter à quelque chose qui nous amène peut-être plus dans, peut-être ludique, mais l'émerveillement, dans la présence. Consciente. Oui, c'est ça, exactement. D'arrêter de juste penser à ce qui se passe à l'extérieur, mais de se recentrer et de partager avec les autres ces moments-là. Complètement. Est-ce que tu veux partager avec moi? Ouvre ton jeu. C'est parti. Alors, c'est parti. Les questions vertes, c'est des questions d'ordre général. Les questions jaunes sont des questions d'ordre plus spécifique. Questions rouges, ce sont des questions personnelles. Questions roses, on est dans l'intimité, sexualité, sensualité. C'est le niveau Eros et compagnie. On a... une vraie voyante. On a la question Spaceman. Spaceman, elle est pour les abonnés Patreon. Okay. Et c'est une question, je trouve, un peu, tu vas voir, le bien-être et tout ça. On a la question Opto-Réseau qui fait en sorte que tout se finit bien. C'est une question, je trouve, qui fait bien atterrir l'avion avant la fin d'Ouvre ton jeu. Et tu as ton super Joker. Si à un moment donné, tu dis, sais-tu quoi, moi, je suis tannée de répondre à ça, ça devient trop délicat, on change. Et à ce moment-là, je vais changer. Parfait. Sans problème. Puis, sinon, t'en as dans ton jeu, je peux t'en redonner. Oui, c'est ça. Alors, tu les brasses sur la table. Et le niveau vert, tu vas m'en donner 5. Là, je fais toujours une faute de français. Je sais, vous êtes plusieurs à me le dire, c'est à laquelle. Fait que là, j'espère, je dis, j'ai pas fait. T'as même pas utilisé des fois pour pas faire de faute. On évince le mot. C'est ça. Peut-être que mon cerveau, je me souviens pas là, si je l'ai fait, mais si je l'ai fait, je suis désolée. Je vous lis très bien là, quand vous me signalez ça. Tiens. Alors, en voici 5. Parfait. Alors, je vais te les lire. Tu vas en choisir une, Ariane, et après ça, je vais en choisir une. Où on met ça, là dans ton jeu? Là. Puis tu pars avec. Après, tu pourras jouer en famille. Oui, tu pourras jouer en famille. Quel genre d'enfant étais-tu? Quelle est ta plus grande peur? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quel est ton pire défaut? Et quelle personne a fait une différence dans ta vie? Oh my God. OK, puis j'en choisis quoi? Une. Ah, une seule? Oui, puis moi, je vais en choisir une après. OK. Je vais y aller pour... quelle personne a fait une différence dans ta vie? Je fonce. Oui, vas-y. Puis je commence avec mon amoureuse des 20 dernières années, Florence, qui a fait une méchante différence dans ma vie. Ce serait impossible de ne pas nommer l'impact d'une vie conjugale sur autant d'années, comment ça peut nous amener à se développer, à être confrontés. C'est un miroir incroyable. On dirait que
le temps passe, puis je veux dire, je prends conscience de ce que ça veut dire traverser le temps aux côtés de quelqu'un. Une différence dans ma vie, pour me comprendre, pour me connaître, pour arriver à faire face à des billets inconscients de qui je suis, à essayer de sortir de certains réflexes dans la perception que j'ai de moi-même, puis comprendre qu'ailleurs, aux yeux de cette personne-là, c'est d'autres choses, puis comment essayer d'évoluer ensemble pour être une meilleure personne. Donc, mettons, en concret, là, je veux dire, quand j'ai rencontré ma blonde, j'habitais dans un appart ici dans le Myland, mais je veux dire, tout était à l'envers, un peu sale, la guenille a pu sur le comptoir. Tu sais, je suis comme vraiment dans un mode de vie aussi, début de carrière quand même, là, tu sais, encore à dire, OK, toi, t'es psy, tu te pars avec ton suit à 8 heures, mais moi, j'ai peut-être écouté Grey's Anatomy un peu hangover dans le lit. Mais t'es une artiste, tu sais, ce qu'on a l'image d'une artiste un peu bohème à quelque part. Ouais, c'est ça, un peu bohème, puis vraiment pas dans une structure ou dans un... avec l'impression d'en avoir aussi besoin en quelque part. Fait que tous ces éléments-là, qui des fois, au début, je trouvais quand même assez confrontants, justement. Mais moi, je suis une artiste, puis moi, je serais pas dans une vie comme super structurée. Comment je vais faire pour être avec quelqu'un qui... Mais tous ces éléments-là, pendant longtemps, j'ai résisté à ça un peu, comme si ça allait m'enlever ma liberté, me changer, puis... Tu voulais pas être dans le conformisme. Non, c'est ça. Puis je voulais pas non plus trop me faire dire quoi faire. Tu sais, mais aujourd'hui, c'est comme si toutes les meilleures... Puis je pense que ça a été aussi dans le sens contraire. J'ose espérer que c'est une certaine souplesse que j'ai pu apporter aussi à Florence. Mais ça fait comme un méchant mélange intéressant, comme une complétude. Puis après, des fois, on tombe aussi dans les aspects fusionnels du couple, tout ça. Mais si on voit comme la possibilité d'améliorer son jeu, justement, en ayant la capacité de prendre ce que l'autre a à nous offrir pour se développer, pour moi, je trouve que ça potentialise notre expérience humaine. Fait que... Est-ce que ça t'a pris du temps à comprendre que cette personne-là devenait significative? Non, je pense que dès le début de notre rencontre, je pense que ça a fait comme, OK, voici une personne qui peut me voir telle que je suis. Comment? Présentée en pharmacien. Faut que je fasse attention, puis c'est ça, en partant. Ma blonde est psychologue. La base de son travail, c'est la confidentialité. Ah oui, je comprends. Les patients qui commencent à écouter puis qui veulent tout connaître de Florence. Fait que ça a toujours été ma possibilité, mes choix de m'exposer intimement dans des entrevues, dans des balados, parce que je veux pas non plus trop en révéler. Je vais pas sortir mon Joker, là. Non, je comprends, mais il y a quand même, tu marches un peu sur des œufs face à ça. Souvent, puis des fois, ça me rend aussi mal parce que je suis une personne assez... Oui, où j'ai une certaine pudeur quand même, mais je suis assez ouverte aussi, puis j'ai pas le goût d'être sur la défensive, mais il faut... Ça aussi, ça m'a pris du temps à comprendre ça parce que j'étais comme, ouais, mais moi, c'est moi. Mais là, je comprends mieux qu'il y a certains éléments aussi où je veux pas trop révéler de son intimité à elle. Mais on s'est rencontrés j'étais dans Le cœur dans la tête, mon deuxième album. Un peu une période quand même plus sombre où j'étais comme, me remettais d'une histoire précédente, puis c'était laborieux. Puis c'est elle qui m'a présenté, même après une rencontre organisée par des amis communs qui se sont dit, on devrait les matcher, ces deux-là, là, voir ce que ça ferait. Puis dès cette rencontre-là, elle m'a amené la notion un peu de la catharsis, de la capacité de pouvoir sublimer, de pouvoir se remettre d'événements plus difficiles avec soit la création ou avec la... utiliser la création pour sublimer. Puis là, j'ai flanché, j'ai senti que je pouvais être vraiment totalement moi-même avec cette personne-là. Fait que ça a été comme une rencontre assez foudroyante de dire, OK, je sens que dans le regard de cette personne-là, je peux être entièrement moi-même avec même les choses les plus... Des parts d'ombre. Oui, exactement. Fait que ça a été en partant. Puis après ça, on a eu toutes nos allées et venues d'une relation à long terme avec ce que ça comprend de haut et de bas, là. Mais je pense que j'ai compris. Il y a des saisons. Ouais. J'aime ça, tu me parles de saison puis de récolte. Puis de oui, c'est ça. Mais c'est ça parce que, tu sais, il y a des saisons dans une relation, tu sais, plus que quand ça dure longtemps, il y a des moments que ça peut pas être...
Et c'est ça le défi aussi d'une Vraiment. relation. Et c'est ça aussi la beauté d'une Tellement. relation qui dure. Oui, et puis c'est ça aussi, je sais pas comment dire, mais un peu comme dans la vie, puis dans mon disque, je vois beaucoup dans ces paradoxes-là entre les peines et les joies, puis la possibilité de les faire un peu. Donc, idéaliser l'amour comme quelque chose qui devrait être juste tout le temps nous faire du bien, nous réconforter, nous rendre plus heureux, pour moi, c'est pas ça, tu sais. La relation, c'est tout ce qui vient avec, qui est des fois la trail, mais c'est de continuer à se connaître là-dedans, à aller au-delà des embûches. Puis je dis pas que c'est facile, puis que je suis la pro là-dedans. Là. Moi, dans l'attachement, dans l'engagement, des fois, j'ai des réflexes justement que ça chauffe, je me retire. Mais je pense que c'est ma plus grande fierté, en tout cas, dans le temps avec cette relation-là. Et ça t'a structuré à quelque part dans ton quotidien. C'était ça un peu le début. Oui, c'est ça. Donc, si je t'avais connu avant et maintenant, ta vie aurait été différente. Hey, c'est ça, je pense pour ça que j'ai choisi cette question-là aussi, puis que je peux en parler là. Ouais, je serais probablement... non, j'allais dire n'importe quoi, là, mais oui, même l'idée de la famille, je veux dire, décider d'avoir 3 enfants avec quelqu'un, avec une vie artistique, je veux dire, il faut que tu sois accompagné par quelqu'un aussi qui est capable de... tu sais. Puis cette personne-là, elle avait ces capacités-là naturelles de dire, OK, encore, oui, de la structure, mais aussi, c'est pas nécessairement une rigidité à 100 000 à l'heure, là. C'est pas folle, là. Ma blonde est capable d'avoir vraiment du fun, mais justement, pour être capable, à un moment donné, d'avoir du fun, il faut quand même avoir une forme de structure. Puis, mais c'est un peu t'amener à ton plein potentiel. Quand même, ouais. Vraiment. Puis des fois, sur le coup, on le sait pas tout de suite. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est vrai qu'un minimum de structure, ça fait des fois qu'on est plus productif. En tout cas, mais clairement, tu as compris, puis tu l'as compris aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis aussi, toute là, bon, on va pas juste parler de ça, mais le plaisir d'échanger. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, de façon de voir les choses assez claires pour elle, une identité très solide. Puis c'est d'avoir toujours autant de plaisir à discuter des choses, puis à remettre en question, puis des fois c'est confrontant, je dis ça tout le temps, puis je me vois des fois comme quand t'es pas comme d'accord avec moi, puis je me fâche, puis ça, mais au final, je te parle de ces éléments-là comme étant finalement des avantages. Mais parce qu'au bout de ça, il se passe quelque chose. Au bout de ces obstinations-là. Oui, on avance, on n'est pas dans l'indifférence. Mais oui, parce que le fait de dire que même si l'autre est tout le temps d'accord, des fois, est-ce qu'il est vraiment d'accord? Tu sais, je trouve que s'exprimer avec des mots et des émotions. Oui, c'est ça, je suis pas toujours bonne là-dedans. OK, prochaine question. Parce que tu t'exprimes. OK, ben gars, je vais y aller. Quel est ton pire défaut, tiens? All right, on passe ça, là. T'es sûr que c'est pas les rouges, là? non, on est encore dans le vert. On est encore dans les verts. Quel est mon pire défaut? Ben, c'est drôle, là. Tu me lances la balle par rapport à la communication, l'expression des émotions. Je pense que des fois, j'ai de la misère à exprimer sur le coup mes états affectifs, de nommer vite avec des émotions. Je pense que je fais partie des gens qui... écoute, ça me fait penser à quand j'ai commencé à faire de la musique. J'allais dans ma chambre, j'allais sur mon piano, je me retirais et c'est là que j'avais mon espace d'expression où je pouvais tout exprimer, écrire, laisser aller vraiment les tumultes intérieurs que je vivais. Alors, je me suis développée comme ça. Je me suis développée comme ça, d'avoir ce lieu de retrait-là. Puis j'ai l'impression qu'après, ça se peut que dans mes relations aussi, c'est ce réflexe un peu de repli quand ça chauffe, quand on est trop dans l'intimité. C'est plus dans la fuite. C'est un petit peu l'évitement, un petit peu la difficulté de tout de suite juste laisser aller, puis des fois après accumuler, puis me faire un petit monde qui se craigne, puis pouf, ça sort mal. Tu sais, je te dirais que est-ce que c'est montrer ta vulnérabilité qui est un enjeu? C'est drôle parce que, crème, je fais ça à cœur de jour dans mon métier. C'est ça que j'essaie de faire. Mais dans ton métier. Mais c'est ça, exact. Mais c'est pas pour rien, hein? C'est ça. Mais c'est quoi la base de tes tumultes à ce moment-là? Dans ma vie... J'ai grandi, je me suis développée, je pense, avec une espèce de spleen intérieur... je veux dire, ça n'a pas été mis comme un chip à l'intérieur de moi dans le berceau, mais je veux dire, je me suis rendu compte vite que j'avais comme un état assez de solitude, de me sentir un peu en dehors du monde, tout en étant une personne
sociale, joyeuse, qui adore les gens, qui carbure à toutes les personnes que je rencontre, mais une forme d'impression d'être un petit peu à côté de la traque, d'avoir de la misère à connecter dans le monde d'une certaine manière. Alors, d'avoir un petit peu un petit côté sombre, là, j'ai l'impression que je répète souvent ça, comme pour dire aux gens « Hey, je suis pas juste happy camper ». Je répète souvent ça. Mais ce que tu dis, c'est sûr que ça résonne. Moi, je t'écoute, puis ça résonne déjà chez moi, puis je suis sûre que ça résonne chez plein de gens. C'est cet aspect-là de où est-ce que c'est où ma place. Je suis bien là, mais moi, c'est quand j'ai connu quand même l'aspect politique, quand j'avais 15-16 ans, où j'ai rencontré des gens comme moi. Je ne savais pas c'était quoi des gens comme moi, mais des gens qui avaient un niveau d'engagement ressenti. Mais je ne savais pas que c'était l'engagement, tu sais. Ouais. T'avais pas beaucoup de repères? Non, tu sais, j'étais bien avec les gens, mais en même temps, je trouvais que c'était léger. Je savais pas où me mettre, fait que je me suis réfugiée dans la lecture. Les grands auteurs français, tu sais, que je lisais, puis j'apprenais, puis mais je savais pas à qui échanger par rapport à ça. Fait que quand tu finis par dire, OK, on peut outiller, on peut apprendre, on peut aider. Moi, ça m'a résonné. Toi, c'est dans la musique que tu as trouvé ça. Vraiment. Puis des fois, c'est sûr, ça fait un grand écart entre l'impression, tu sais, quelqu'un qui développe un haut potentiel dans quelque chose, je sais pas, c'est ça, qui va faire un athlète de haut niveau, mais que finalement, dans d'autres aspects, tu sais, il y a comme une carence. C'est plus mou, là. C'est ça. Ben, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai surinvesti cet espace-là et performé énormément. Mais est-ce que tu aimais être dans cet espace-là? Mon espace de création, de refuge. Ton espace qui était plus sombre. Plus sombre. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on se bâtit une petite cabane de ça, puis on va peut-être chercher quelque chose là-dedans d'une forme de... un lieu sûr, même s'il est sombre. Et il y a quand même quelque chose où on se reconnaît, où on peut retourner, puis c'est toute ça la complexité, des fois, qui fait en sorte qu'on est après un peu dans des cercles vicieux, parce que, regarde, je vais m'en aller dans ma cabane. C'est une zone familière. C'est ça, exact. Tu connais ta cabane. Exact. En même temps... Tu sais, comme je parlais dans les relations amoureuses, l'important d'embrasser toutes les zones, bien, cette cabane-là, elle me permet d'être en phase avec, des fois, certaines souffrances, avec l'idée que tout n'est pas jojo. Puis, tu sais, c'est sûr que ça carbure aussi pour la création, puis ça me garde en contact avec... Mais c'est ça, il faut juste être capable de nommer ça à un moment donné, puis de briser peut-être certains cycles, justement, de quand ça chauffe. Mais t'as encore ce réflexe-là. Ben oui, je peux dire que c'est ça. Si on revient à mon défaut, c'est des fois, justement, j'aimerais beaucoup, beaucoup mieux apprendre sur le coup, à exprimer comment je me sens, puis à pas voir ça trop gros, puis à être capable d'évacuer les choses, puis de les vivre dans la confiance de l'autre que ça va être bien reçu, puis d'être plus à jour. Est-ce que tu as tendance à avoir ton verre à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein. Vraiment, c'est pas une cassette, là. Je veux dire, pour moi, c'est le nombre de privilèges accumulés que j'ai, avec lesquels j'ai la chance de naviguer dans ma vie, va toujours me faire voir le verre à moitié plein. Il est plus qu'à moitié plein. Puis le fait de te retirer, est-ce que c'est là que c'est tes grands moments de créativité? Je pense que oui. Je pense que c'est un espace. C'est ça que j'ai développé. C'est une soupape. C'est un moteur. Oui, c'est un moteur. Et c'est une façon aussi de me rappeler que je peux être vraie, que je peux être justement en contact avec tout ce que j'ai de plus vulnérable. Puis ça devient l'espace où je peux vraiment reprendre contact fondamentalement avec qui je suis, puis avec les parts d'ombre, puis de... C'est ça, c'est mon lieu où j'ai développé ma vérité, finalement. Tu sais, quand on regarde les gens de l'extérieur, surtout quand on est plus jeune, là, à l'adolescence, jeune adulte, on a souvent l'impression que les autres ont tout trouvé. Mm-hmm. C'est qu'ils sont bien partout. Mais quand on parle aux gens, on se rend compte qu'on a tous eu ces moments où on dirait qu'on n'est pas sur le même autoroute que tout le monde. Mm-hmm. On est comme dans des chemins de traverse. On se dit, comment ça se fait qu'eux autres, ils restent là? Mais... c'est la perception qu'on a souvent. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'on est dans une époque où on démocratise beaucoup plus les enjeux de santé mentale, les enjeux de la différence entre comment on se sent puis ce qu'on projette. C'est bien parce que ça nous permet de connecter sur ça, de dire, hey, moi, pendant cette période-là de ma vie, j'étais pas sur l'autoroute, là, j'étais sur la petite route de Gravel. Puis toi, c'était à ce moment-là. Puis là, tout d'un coup... Ça, j'ai juste envie de dire tout le temps, on ouvre notre jeu. mais ça fait la différence parce que de sentir...
de libérer ça. Parce qu'il y en a qui ont de la culpabilité de se sentir comme ça, puis de dire comment je vais arriver, moi, à être comme les autres. Mais si on se dit tel qu'on est, on va arrêter de vouloir être comme les autres. Exactement, parce qu'on va se rendre compte que l'autre aussi, il cherche. C'est ça, il cherche, fait que ça sera peut-être pas au même endroit, mais à un moment donné, tu sais, il y en a qui me disaient, moi, j'aimais bien l'expression que j'entendais dans le Bas-Saint-Laurent, quand la chaîne débarque. Tu sais, des fois, on pédale, ça va bien, la chaîne débarque, tout s'arrête en même temps, t'as pas le choix, là, faut que tu... T'as pas le choix de réparer, mais c'est ça aussi, il faut qu'on apprenne, est-ce qu'on n'a pas le choix de dire, OK, est-ce que je veux retourner, qu'est-ce que je dois faire, ou est-ce que je suis bien quand même un peu en train de marcher à côté de mon vélo, des fois, c'est correct aussi, tu sais. Fait que, les niveaux jaunes, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Tu vas en répondre une, puis je vais en choisir une encore dans le niveau jaune. OK. Et moi, ça m'a pris du temps à me sentir comme tout le monde. Tu sais ce que tu disais tantôt. C'est fou que tu parles de la lecture parce que c'est mon... Moi aussi, c'est vraiment un lieu... je suis un peu boulimique de la lecture. Puis j'ai l'impression que encore aujourd'hui, c'est un autre petit refuge moi aussi, qui me nourrit. Tu peux être n'importe où, tu ouvres ton livre, là, puis tu arrives dans un autre univers. Ça fait du bien. Puis là, t'es seule à le vivre. Là. Moi aussi, lire... On se part un book club. Nous, on a, tu sais, j'ai une plateforme numérique, puis on a un club de lecture. Tu pourrais quasiment en faire partie. On a Guylaine Tremblay, Sophie Préjean et Maude Guérin. Wow. Et on choisit un livre. Guylaine, elle m'en a déjà parlé. On est retourné Belle-Sœur, puis elle venait parler d'un livre. Oui, on rencontre l'auteur et les filles. Tu sais, c'est 3 actrices. Quand tu décides de lire l'extrait d'un livre, moi, je suis comme, oh boy. Ça donne toute une autre dimension, effectivement. Mais lire, il reste que je pense que c'est l'activité qui coûte quand même le moins cher. Vraiment. Tu peux aller à la bibliothèque, mais tu sais, un livre... Puis tu restes stimulé intellectuellement ou dans ton cœur. C'est pas obligé d'être des lectures, justement, tout sauf la snob de qu'est-ce qu'il faut lire puis qu'est-ce qu'il faut pas lire. Mais ça permet de garder l'espèce d'activité, de curiosité aussi. Tu sais, moi, avec les enfants très jeunes, à un moment donné, j'avais pu voir de shows, j'allais plus au théâtre. Puis là, c'était ma façon de rester un peu à nourrir des univers des autres, comme tu dis. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu pourrais écrire, toi, un livre? Écoute, je sais pas, je pense pas que le long souffle du roman, là, tu sais, de développer la trame, les personnages, tout ce côté-là plus fastidieux, je sais pas, je pense pas que j'ai ça en moi. Mais je pense qu'une écriture plus courte de type... des fois, je me dis de la poésie, des essais un petit peu plus courts parce que je suis folle des mots. J'aimerais ça. Ouais, peut-être un jour, un petit recueil de poésie. Ben oui, c'est certain. Voici tes questions niveau jaune. C'était quoi encore, la catégorie? Ça commence à être plus personnel. OK. C'est ça. Ça, c'est plus général. Qu'est-ce que la maternité t'a apporté? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Oh, wow! Donc, une? Ouais. Bon, j'ai parlé déjà de la structure ici. Je vais pas aller sur ce que j'ai pas reçu de mes parents. Mais toute la liberté du monde, par exemple. Qu'est-ce que la maternité m'a apporté? Même si je sais pas... Je vais freestyle un peu psychanalytiquement. C'est parce que c'est tellement central. C'est tellement central dans ma vie. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, j'étais la gardienne du quartier qui allait carrément faire sa vie chez les Italiens. En arrivant de l'école, j'allais là, je m'intégrais à la famille dans la cour arrière. J'ai toujours voulu être maman. Puis, l'homosexualité a fait en sorte que ça a été réalisé comme projet, mais à un moment donné, ça m'a fait comme un peu comment je vais réaliser ça, tu sais, comme ça va être possible. Puis le parcours de la maternité, c'est un miroir, encore une fois, tellement franc qui te permet de faire face à tous tes défauts, à toutes tes envies, à tout. C'est tellement raw comme la possibilité de se manger des claques à la gueule, puis comme dans l'urgence toujours, faire des choix, éduquer, apprendre à comment créer le lien. C'est des choses qui s'apprennent dans les vivants. Et je t'ai parlé d'une relation fondamentale qui te permet de te développer, mais les enfants, il
il n'y a pas de filtre, là. Tu vas l'avoir d'en face. Je sais pas, je l'exprime avec une certaine violence parce qu'il y a quelque chose de violent là-dedans. Il y a quelque chose de déstabilisant. Tellement. Puis, tu sais, je me rappelle quand les jumeaux sont nés, là, j'ai eu une crise existentielle j'étais dans le lit avec ma blonde. J'étais comme, je vais leur donner toutes mes failles aussi. Je vais être capable parce que c'est moi leur mère, ils vont hériter aussi de toutes mes ondes d'ombre, de tout ce que j'ai pas, de tout. Ça m'a donné un vertige extrême. On dirait que j'avais l'idée de la maternité, puis de la famille, puis de... On le sait tous. Si on savait ce que ça représente, on aurait moins un peu les photos parfaites. Rapidement, c'est comme... Ben, c'est comme j'ai eu un peu... Ce que tu pensais n'était pas ça. C'est ça, c'était beaucoup plus profond, c'était beaucoup plus engageant, c'était beaucoup plus confrontant, fatigant. Mais regarde, je pige la carte, puis c'est elle qui est au centre. Cette traversée-là est tellement riche. Le niveau d'amour, oui, on en parle, mais tout ça, mais c'est comme le niveau de difficulté que ça implique d'être un parent good enough, là, comme disent les psychologues. Là, oui, juste good enough mother. Oui, exact. Mais c'est important, ce principe-là, quand même. Parce que je ne vais pas parler de performance parentale, puis des petits kits tout agencés, puis des 40 000 cours, puis de la façon parfaite de faire un lunch. Bonne, oui, pour moi, c'est suffisamment bonne. Ça comprend beaucoup le rapport dans l'éducation, le lien aussi, comme à créer avec les enfants, puis comment faire ça d'une manière pas pire, puis... Fait que ce que ça m'a apporté, donc, j'essaie de revenir un peu à la base, c'est une humilité par rapport à ce rôle-là, à quel point c'est hyper tough, puis que, justement, les notions de performance là-dedans, vite essayer d'évincer ça, puis de juste dire, je vais essayer de traverser ça du mieux que je peux. Ça m'a apporté... une force d'amour qui a rien à voir avec chanter sur un stage puis se faire applaudir, qui vient solidifier quelque chose dans l'identité, qui vient sceller la notion de la famille, amener quelque chose qui se gagne à la sueur de tes bras dans chaque nuit que tu te réveilles, dans chaque petit lunch que tu fais, dans chaque petit geste du quotidien qui est de la routine, qui est pas glamour, qui est sale, qui est comme des fois comme... Mais c'est de l'amour à chaque geste comme ça. Puis ça, c'est priceless. Puis c'est ça. C'est un grand privilège. Et tu peux pas fuir. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé en disant c'est comme c'est violent des fois. C'est ça. Il faut que tu fasses face. Puis tu sais, ça l'arrête pas. C'est un train qui part. Mm-hmm. Et c'est une méchante traversée. Puis deux, tu sais, avoir des jumeaux en partant. Merci de le mentionner. Non, mais c'est quand même, tu sais, pour connaître des parents qui ont des jumeaux, surtout pour la première grossesse où tout est nouveau. C'est un savarge. Puis pour une fille comme moi qui, après 6 mois, voulait aller en studio faire de la musique aussi, dans le sens... Premièrement, j'étais habituée de faire un peu le party, tu sais, l'alcool, c'est comme... Je fonctionnais, j'ai toujours été... là, à un moment donné, les jumeaux, les siestes, les nuits, là, juste physiquement, je pouvais pas, là, comme fallait que je change des habitudes de vie, que j'essaie de trouver le sommeil où je peux, que je me structure, que je m'organise pour être capable émotivement de faire face à ça aussi. Fait que ça, c'est des changements qui apportent quand même un ajustement dans le quotidien. Puis après ça, j'arrête pas de l'image d'une nuit où j'étais comme plus capable. Genre, Flo, je serais pas capable. C'est trop tough, je serais pas capable. Puis, quoi, tu veux qu'on les mette dans un sac à vidange? Quand tu dis tu peux pas fuir, you gotta go on. mais pour plusieurs, cette étape-là de réaliser que, OK, il n'y en a pas de porte de sortie, là, c'est ça. Faut être présent. Exact. Puis, tu sais, on le sait que le premier besoin d'un bébé, c'est la sécurité. Tu sais, faut être là pour le nourrir, le changer. Là, tu sais, tu peux pas être ailleurs. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est ça qui nous fait grandir aussi, cette forme, comme tu dis, d'adversité, mais d'amour. Hey, c'est complexe. Très complexe. Mais aussi, il faut arrêter d'idéaliser tout ça.
Oui. Puis de se créer des attentes de « Hey, je pensais que ça allait m'apporter... Un peu comme l'amour, c'est comme, oui, ça va t'apporter, mais là, c'est la traversée. Là, on est là puis on essaie de faire avec toutes ces danses-là. Là, Là, tu es encore dans ta traversée. Oui, je suis encore là. Oui, c'est juste qu'elle est un petit peu moins hardcore. Tu sais, je pars un peu en show, ma blonde est comme contente. Là. Ce que tu n'aurais pas fait nécessairement tout le temps. Ben, tu sais pas, c'était tout le temps les week-ends, rester avec les 3 enfants. J'ai vécu énormément de culpabilité dans cette conciliation-là. Toute ma carrière. J'ai jamais arrêté de faire des albums, mais j'ai toujours trouvé ça vraiment difficile de partager cette espèce d'inégalité-là qui est Flo, elle travaille à plein temps, mais c'est pas dans les mêmes moments, c'est pas les soirs, les fins de semaine. On s'entend-tu que quelqu'un qui travaille tout le temps a le goût, des fois, là, que le week-end soit pas ma blonde part, puis que là, je encore avec les 3, puis... Fait que ça, ça a toujours été tough. Mais donc, oui, c'est pas fini, au contraire, mais là, on est à table, il n'y a pas juste les onomatopées, quoi, il y en a encore beaucoup, là, mais il y a des discussions, il y a des routines beaucoup moins où on ne doit pas toujours... je dis ça, on doit encore rappeler les dents puis de partir à l'école. Il y a plus d'autonomie de leur part. Vraiment, oui. Puis qu'est-ce que ça t'apporte d'être mère? Bien, ça m'apporte une fierté. Ça m'apporte une... c'est tellement drôle, hein, comment on le sait que ça nous apporte quelque chose, mais quand c'est le temps vraiment de le nommer concrètement, c'est difficile. Un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est bâti justement à chaque instant de maternité, mais qui t'amène une impression d'avoir son clan, d'avoir ces personnes humaines-là autour de toi, où il y a quelque chose de plus fort que tout, que tu est-ce que c'est égoïste? Je sais pas, mais c'est des sensations de plaisir partagé dans les petits moments, c'est pas quelque chose que tu écris comme un objectif de carrière. C'est des petites joies qui jaillissent dans des petits instants très simples. Et je n'oublie pas les petites merdes aussi, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, à la fin, c'est qu'on retient les petites joies. Oui, c'est vrai, hein? Sinon, on n'en ferait pas 3 puis 4. Puis je trouve que dans ce temps-là, il faut regarder nos photos, parce qu'on prend toujours des photos quand ça va bien. Tu sais, c'est rare qu'on prend la photo, c'est la fois que t'as pogné les nerfs. Ça paraît pas de la photo. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a toujours comme quelque chose, tu sais, quand on va à cabane à sucre. Tu sais, il y a comme des souvenirs comme ça. On dirait que ça fait du bien, parce qu'il y a des moments, effectivement, c'est plus difficile. Ouais. Mais il y a une assise dans la famille. Oui, puis une impression d'être totalement toi aussi, je veux dire. Mes enfants, ils me voient telle que je suis, là. Ils me voient impatiente des fois, puis vraiment niaiseuse, puis drôle. Et ils voient vraiment qui je suis, tu sais. On dira ce qu'on voudra, même si je suis une personne authentique. Je veux dire, publiquement, j'ai quand même ma face d'Ariane Moffat, chanteuse, pas en train de faire mon café puis de niaiser avec mes enfants. Tu sais, c'est comme... C'est pur, c'est vraiment... Puis moi, j'apprends à les connaître tels qu'ils sont, puis d'essayer le plus possible de sentir qui ils sont tels qu'ils sont, puis d'essayer de reconnaître ça, puis de soit valoriser ou soit d'essayer d'avoir des conversations pour les aider à se développer dans les bouts plus difficiles. Puis, tu sais, au niveau relationnel, c'est une mine. C'est une mine d'apprendre à connaître des petits êtres humains que tu as mis au monde, puis de voir comment... Puis rapidement, on voit la distinction, comment ils sont, tu sais. Comme tout ça, c'est l'essence. Comme un petit starting five, là. Nous, on est 5, là, puis tu peux pas connaître du monde plus que ça. C'est un privilège de voir un humain grandir, puis tu te dis, hey, moi, j'ai eu ça dans ma vie, je suis partie petite, puis j'ai grandi, puis il y a des gens qui ont été des tuteurs pour moi, mais on dirait que revivre ça avec tes enfants, c'est encore un témoigner du miracle de la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus important que ça, sérieusement? C'est tellement ça. Mais en même temps, je dis ça comme preacher, là, mais je comprends tellement les personnes qui ne veulent pas d'enfants aussi. Juste que ce soit clair. Oui, puis ça aussi, tu sais, parce que tu l'amènes, là, ce sujet-là, mais ça, c'est un choix. C'est ça.
Parce que c'est toujours malaisant de demander à quelqu'un veux-tu des enfants, mais il faut juste accepter que la réponse peut être non, mais que la question peut être aussi demandée parce que ça fait partie des choix qu'on a. Puis pour plusieurs raisons, on peut décider qu'il n'y en aura pas d'enfants. Mais on est encore dans cette image-là, surtout si t'es en couple, que la prochaine étape, c'est un bébé. Ouais. Alors qu'il faut que ça change. Faut que ça change, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut poser la question, puis si la personne a dit non, mais pourquoi? Non, c'est ça. Le pourquoi n'est pas nécessaire, mais des fois, ça peut être aussi par curiosité, tout ça, mais il y a tout l'aspect pressurisant social en dessous de tout ça, il faut qu'on se libère de tout ça, puis je comprends vraiment les gens qui veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent pas d'avoir envie de prendre leur voix pour dire « Hey, c'est légitime, puis il y a des raisons, puis... » de toute façon, quand on suridéalise, comme je disais tantôt, on est dans le champ, là, je veux dire. On peut avoir des très bonnes raisons de ne pas vouloir d'enfants. Bien, moi, j'ai une amie qui ne peut pas avoir... Elle a essayé là, toutes les méthodes et ça n'a pas fonctionné. Puis ça a été très difficile pour elle, psychologiquement, physiquement. Puis là, ben, ce qu'elle trouve dur, c'est quand elle et son chum vont à quelque part, entre autres dans la famille. Mais là, ça s'en vient-tu? Et à toutes les fois, pour elle, c'est un rappel que ça n'a pas été possible. C'est rien de plus dur, sérieusement. Puis si t'en veux pas, c'est comme... Mais pourquoi? C'est complexe. Fait qu'il faut laisser les gens libres de choix. Comme tu dis, c'est un enjeu. Avoir un enfant, c'est... Souvent, il y a quelqu'un qui me disait en entrevue un jour, moi, j'en aurai jamais d'enfant parce que je veux pas lui transmettre mes torts héréditaires que j'ai reçus de ma... Puis tu dis, bon, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de senti qu'on n'a pas à juger, mais c'est ça. Fait qu'il faut, comme tu dis, il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'est pas obligé. Très valide, exactement. Ça ne nous fait pas de nous une personne moins valide. Non, exactement. Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? L'impatience, le côté impulsif un peu. Tu sais, je te parlais des fois de l'explosion. Mon père, c'est autant dans le fun que... oui, j'ai des souvenirs de... Tabarouette, OK. Il est à 10 vite, là. Tu sais. Soupe au lait, là. Oui, un peu. Puis j'imagine, là, tu sais, d'une génération où... qu'est-ce que je fais avec ça, là? Tu sais, assieds-toi sur ton steak! Salut, papa. Est-ce qu'il est autoritaire, ton père? Oui, son autorité passait un peu par une forme de voix qui monte, puis de côté plus bouillonnant. Fait que moi, je dis que j'ai hérité de ça, quand même, dans la régulation, des fois, affective. Là, j'entendrai jamais ma blonde crier. Mais moi, je vais m'exprimer des fois, puis ça va être comme une impatience. Est-ce que tu reconnais ton père en toi à ce moment-là? Oui. Ben, des fois, je le vois, puis je le vois le voir dans son truc, puis là, il gosse une table pour l'ouvrir pour le souper, puis je suis comme, il n'y a pas de problème, là. On n'est pas obligé d'être impatient en ce moment, là. Tu sais? Fait que oui, je reconnais en le voyant et en ayant vieilli, puis en étant maman, puis en tout, je vois, là, que ça je l'ai eu, cette chip-là. Est-ce que tu as l'impression que quand tu es fatigué ou quand ça va pas, on peut le reconnaître par le timbre de ta voix? Je sais pas, parce que je veux pas me mettre à trembler de la voix ou de perdre mon contrôle. Un torque un petit peu différent. C'est ça, avoir un ton plus directif. Comme... c'est sûr que toute la notion d'impatience puis de colère, ça passe. Parce que moi, j'ai peut-être une mère qui ressemble à ton père. C'est drôle parce que je trouve que depuis tantôt tu parles, je me reconnais beaucoup. Et moi, j'ai dû prendre conscience de ça à un moment donné parce que j'entendais ma mère. Sa façon d'être quand ça allait pas, mais c'est pas moi, ça, tu comprends? Moi, j'ai appris que c'était comme ça. Quand ça allait pas, tu lèves le ton, puis tout le monde s'assoit. Puis à un moment donné, tu vois dans les yeux de tes enfants, tu dis, boy, c'est vraiment pas ça que je recherchais. Je voulais pas semer comme la crainte. Là. Exact. Alors que moi, je l'ai vécu, ça, plus quand j'étais jeune, OK, je dérangerai pas, mais il a fallu, puis même encore, des fois, ça va être ce premier, c'est comme primitif chez moi, là. C'est ça qui va arriver en premier, parce que c'est ça que j'ai appris, mais de comprendre, moi, si j'avais pas eu cette influence-là, je serais quoi? Puis en même temps, de comprendre l'influence qu'on a sur nos enfants. Vraiment. Moi, il s'est passé tellement de choses dans ma suranalyse, dans ma tête, de m'observer, mais ça parle beaucoup de nous. Ben c'est intéressant de dire, OK, ben là, moi, c'est ça que j'ai, mais ça vient d'où, puis comment? Puis ça peut un peu dégager ce qu'on a toujours comme enfant. C'est l'impression que c'est pas nos parents, puis c'est nous, puis on est comme ça, puis
sans mettre le dos sur les parents, bien, on en est nous-mêmes. Fait qu'on va transmettre aussi des affaires moins le fun à nos enfants, mais c'est une grande chaîne. Puis quand on la questionne, puis qu'on la regarde, bien, ça nous aide déjà à pouvoir cibler que c'est pas tout de notre faute, puis que c'est pas tout... Tu sais, il y a des raisons, puis il y a des chemins qui sont faits. Oui, puis nos parents, ça vient d'ailleurs ben aussi. c'est ça. C'est comme... C'est qu'on Mon arrière-grand-père. oui, mais on est là. On est là, Ariane, tu sais. Ouais. Fait que c'est intéressant de dire, OK, ça, j'ai hérité ça de mon père. Est-ce que je veux tout le temps que ce soit de même, tu sais? Puis d'en prendre conscience, puis de le revoir faire ça aussi. Oui, exact. Ouais, c'est intéressant. Puis on continue de travailler là-dessus. Ah, Bon. mais ce réflexe-là, moi, ça revient. Là. Mais t'arrives-tu à gérer Ben ça? oui, ben, pas le choix. mais il faut gérer le vocal. Là, Ouais. tu sais, moi, c'est le vocal. C'est beaucoup de voix. J'ai quasiment le goût de t'entendre. Fais-moi ton mode fâché. Non, là. mais j'ai toujours... Tu sais, quand j'étais jeune, c'est ça que j'entendais. C'était la voix qui s'élevait. Là, c'était pas les gestes. C'était la voix qui s'élevait. Puis, oh! OK. Mais Feu un peu. Mais tu sais, quand t'es un enfant, puis ça arrive, là, c'est pas le fun. C'est parce que ça fait peur. Ben oui, c'est ça. Puis là, Ouais. tu te dis, hey, je veux pas refaire ce que moi, j'ai trouvé difficile. Et là, c'est là que le travail commence. Ouais. Et là, c'est là que je trouve que les enfants nous font grandir. Parce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, ils nous mettent un miroir, là. Hein? Exact. Ben oui, parce que là, s'il y a une crise, là, puis là, tu te reviens de tout ça, puis t'es comme, oh, tabarouette, qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu l'as dans la face, là. Tu sais, les petits yeux qui sont comme, voyons, maman. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, là, tu sais? Tu peux pas juste refermer le capot puis continuer. Il est comme, t'es confronté. Ouais, il faut que ça sorte, il faut en parler. Faut, absolument. Mais tu sais, on revenait à tantôt, on dit des éléments qui se ressemblent, mais aussi comme, des fois, c'est justement, c'est un cercle vicieux entre, j'ai pas appris non plus à exprimer au fur et à mesure. Donc, quand ça sort fort, tu sais. La colère, elle vient aussi de peut-être l'accumulation. C'est ça. Puis c'est choquant, l'accumulation. Parce que t'as envie de C'est dire... même pas que t'as accumulé. mais c'est parce que des fois, pour l'autre, mettons dans le couple, si l'autre reçoit ça, tu dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que là, c'est comme, OK, toutes les fois que j'ai fait de quoi qui te gossait, moi, je le savais pas. J'aurais pu modifier ça ou en parler avant, mais c'est vrai que c'est difficile. Ben oui, c'est un peu injuste. Mais même quand tu vis un irritant, des fois, tu te dis même pas, OK, là, je devrais le dire, parce que là, si je dis à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, je vais être gossante aussi, là. Fait que, tu sais, quand on a des capacités d'adaptation, on fait avec un peu, puis à un moment donné, tu te rends compte, des fois, c'est pas pour me déresponsabiliser, mais des fois, tu sais même pas à quel point tu as accumulé toi-même. Mais est-ce que tu as une grande capacité d'adaptation? Beaucoup. Ben oui, moi, je me suis développée un peu people pleaser, là. Tu sais, genre, justement, ce petit monde-là, des fois, il est pas toujours confortable, mais je vais donc bien être fine, puis je vais donc bien être une personne le fun pour les gens. Puis, ah ouais, moi, c'est une des coping ou une façon d'être qui est aussi une force, parce que je vais arriver dans un show de télé ou un show de radio, ça va différer. Je vais être un caméléon, je vais sentir un peu comment ça se passe, puis tu sais, ça va être le fun pour connecter, puis tout ça, mais ça fait que, ouais, pendant ce temps-là, je m'adaptais beaucoup à l'environnement extérieur, mais peut-être moins à mes besoins puis à mes limites, à moi, là, tu sais. C'est là que tu accumules. C'est ça. Niveau rouge, Ariane. All right, tu ça va bien. empêches-toi. Ça se passe très bien. Tu es encore devant moi, j'aime ça. Toujours, ouais. Je suis dans un bon consentement affectif aussi. Ben oui. Je disais, parce que je fais toujours une intro avant que l'invité arrive, puis je disais, tu sais, que quand je t'avais vu à Rivière-du-Loup, tu étais avec Danielle Bélanger. Hey, je me souviens, là, mais c'est qui cette fille-là? Parce que tu es très expressive sur une scène. Ouais. Et je voyais plus quasiment Danielle, que j'aime tant, mais je te voyais au clavier, tu sais. Puis, mais tu sais, l'autre fois, tu m'as dit que tu n'étais pas directrice musicale. Moi, je t'ai vue comme directrice musicale. Tu sais, pour moi, là, tu étais au clavier, tu chantais, tu faisais les chœurs. Là, sans fil, je jumpais avec Mathieu. Ah, ouais, c'est elle qui gère tout ça, là. Puis t'étais dans la jeune J'adore. vingtaine. Vraiment. Ouais, c'est le début des 2002 à peu près, là. Ah, moi, j'ai commencé à te suivre, là. Ah. J'ai dit, OK, mais c'est qui ça? Ouais, j'avais faim. Hein. Je pense que ça se mettait de partout. Hey, là, tu mon donnais. ambition. Mais c'était beau en même oui, temps. Tu sais, on n'était pas dans le cynisme, là, tu sais, t'étais dans le plaisir. Exact, là, terrain mon de Dieu, jeu. que t'avais de l'air à triper. Ouais. Puis Daniel t'a fait confiance. Oui, mais hey, ça n'a pas de sens. Oui, puis on a vraiment connecté. Puis il y avait quelque chose d'un mentor, mais d'un ami aussi.
Ça a été des si belles années sur un 2 ans à peu près. Puis j'ai vite fait les premières parties, puis on faisait tout le temps de la route ensemble. Puis c'est quelqu'un de tellement aussi drôle avec qui déconner. Puis mettons que ça partait bien là, d'avoir ça, ce beau le talent. Il a vu ton talent, puis il a dit, tu sais, je vais travailler avec elle. Il m'a fait confiance. Ça n'a pas de prix. On en a tous des gens comme ça. Oui. Non, mais c'était extraordinaire, ça. OK, 3. Let's go. 1, 2, 3. Merci beaucoup. À quel besoin profond ton amoureuse répond-elle? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Ah, OK. Puis là, c'est quoi? Tu en choisis une. On répond à une seule question à ce niveau-là. C'est tough. Je sais pas quoi dire. Tu peux piger la quatrième. Ah ouais, hein? Ah oui, ça, c'est le genre de jeu. D'ailleurs, on change les règles. On aime ça. Oh! C'est quoi la question? Quel est ton rapport avec la mort? Ouais. Pardon. OK, je pense que c'est ça. Ça va être quel est ton rapport avec la mort? Parfait. Ouais. Parce que ça va me permettre d'y réfléchir. Souvent, c'est en parlant qu'on découvre que c'est qu'on a à l'intérieur aussi. Mais je vis une espèce, des fois, de sentiment de... Comment dire? Quand on parlait du verre à moitié vide, puis des grands plein, puis des grands privilèges, je n'ai pas vécu de deuil proche dans ma vie. De perte d'un être cher et de traverser cette épreuve-là. Et je trouve ça... ça me fait questionner parce que je me dis, my God, ça va fesser, tu sais. Mais on dirait que dans mon parcours, puis avec la grande chance d'avoir la musique comme outil, j'ai pu apporter un peu dans des moments de gens qui vivaient des décès, des grands drames, apporter ma présence musicale dans certains moments. Puis je me dis toujours, vois ça comme une chance de te rapprocher de ce terrain sacré qui est le passage de la vie à la mort. Fait que de chanter, par exemple, je sais pas, aux funérailles d'une enfant qui est décédée d'une maladie, d'avoir eu la possibilité aller au phare, chanter dans un soin de pédiatrique palliatif, puis d'aller faire des moments là. Je me dis toujours, la musique me sert à essayer de danser avec la présence autour de la mort pour certaines personnes qui sont pas moi qui le vivent, puis d'amadouer cette idée-là, de ce passage-là qui fait si peur. Je trouve que cette notion-là, tu sais, on évince la mort, on la cache... elle devrait vraiment être plus dans la vie, la mort. On devrait tellement essayer d'apprendre à l'amadouer, peut-être, un petit peu plus de notre vivant pour être capable de faire face un jour. Puis on dirait que j'essaie de faire ça dans mon quotidien, d'essayer de ne pas voir ça comme la terreur. Puis comme si je me disais, il faut que je me prépare, puis j'ai pas eu dans ma vie à traverser des grands deuils. Comment je fais pour me préparer, puis comment je fais pour inviter cette notion de la mort-là dans la vie? Mais quand tu as eu tes enfants, est-ce que la peur de mourir est devenue plus accentuée? Tu sais, comme une perte d'insouciance à quelque part de je vis ma vie, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer si je disparais? Oui, plus je me rappelle des premiers moments avec les jumeaux, je prenais l'avion, puis là, j'étais comme, non, mais c'est que je ressens tout d'un coup, j'avais cette crainte-là que j'avais jamais eue avant. Mais tu me ramènes à la naissance carrément de mon Georges. Tu sais, j'ai fait une préclampsie, là, puis il est né, là, puis ça allait pas bien pantoute, là. Il a été, finalement, c'est un petit mouton des cantons, parce que ça s'est déclaré quand j'étais en Estrie au chalet, puis je me suis retrouvée à accoucher à Sherbrooke. Et moi, je suis le contraire de l'hypocondrie, là, tu sais. Fait que j'ai comme, il y a un problème, il se trompe, là. J'ai pas une pression si haute que ça, puis tout ça. Puis finalement, il est né, puis il a eu des soucis, une infection respiratoire, puis ça allait pas du tout. Puis là, c'est peut-être là que j'ai plus catché que, oh my God, tu sais, je donne la vie, puis c'est tellement fragile. Puis finalement, les choses se sont placées. Même pour toi, ça aurait pu être vraiment, dangereux. moi, je me le voyais même pas. OK, fait que toi, t'es genre un peu plus tête dure, là, quand il faut te convaincre que t'es malade. Ah ouais, ma blonde, elle trouve toujours que j'amoindris les événements, que je fais du révisionnisme de la réalité. Une tendance à tout le temps trouver que c'est moins pire, puis...
Donc... Là, mais t'es rentrée à l'hôpital par toi-même à ce moment-là? Écoute, j'ai pris mon char du chalet parce que, dans le fond, mon suivi de grossesse, j'étais rendue à aller... j'aurais dû être à Montréal à faire les pressions de fin de grossesse, là, un peu comme un rendez-vous de routine. Puis ma doc, elle m'a dit, garde, tu iras à la pharmacie près du chalet pour prendre ta pression parce qu'on se verra pas. Puis là, j'écoutais Handmaid's Tale à l'époque. Les servantes écarlates. Oui, exactement. Puis il y avait des scènes d'accouchement. Puis là, on venait de faire la fête des jumeaux. Puis j'avais des visions de moi. C'est comme, qu'est-ce qui arriverait si je tombais à terre? Je me sentais enflée, comme s'il me restait 1 mois et demi de grossesse. Puis je me disais, voyons, je peux pas me rendre à la fin août, moi, là. On est début juillet. Puis j'étais allée à la pharmacie. Puis ma pression était genre papier rouge, là. Puis là, ma médecin a dit, tu t'en vas à l'hôpital le plus près. Puis j'ai pris mon auto tout seul, puis j'étais devant la Fleurimont. Je me suis même trompée d'hôpital. Il y en a 2 à Sherbrooke. Puis j'étais arrivée là, puis là, le médecin, c'est tout de suite l'intraveineuse pour... j'ai oublié le produit pour contrôler la pression puis éviter de faire un ACV, whatever. Puis j'étais comme là, tu sors plus d'ici, puis tu vas accoucher ici dans les prochains jours. J'étais comme, quoi? Fait que ça a été tellement soudain. J'ai eu une super belle grossesse. Bon, j'avais l'impression que j'avais la coqueluche tellement je toussais. mais j'ai eu un beau parcours de grossesse, puis ça s'est fini comme ça. Puis, ouais, là, c'est vrai que c'est peut-être la plus grande conscience de « Hey, mon Dieu, ça peut s'arrêter. » La fragilité. La fragilité, exactement. Et ton petit Georges, dans le fond, il est né à combien de semaines? 33 et demi avec un 4 livres 11. C'était vraiment le poids, c'était un peu arrêté. Quand la préclampsie, ça atteint un peu la possibilité. Mais ça arrête de nourrir le bébé. Fait que je savais qu'il serait petit, mais là, c'était très petit. Puis c'est ça, il y avait carrément l'aide respiratoire. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a été transférés à Montréal, puis les choses se sont placées. J'oublierai jamais ma chanson « Je rentre à Montréal ». Linalo puis l'infirmière, il l'avait mis dans l'ambulance pendant le transfert. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir être là physiquement dans l'ambulance. Puis là, il y a une chance. Quand ça commence, il y a comme un petit son, on fait cours. Puis je voyais juste Georges. Je peux plus écouter la chanson de la même façon depuis. Puis lui, il était dans un incubateur. Exact. À ce moment-là. Gros transfert. Puis as-tu peur de le perdre après la naissance? On dirait que Flo était, elle, à voir qu'elle essayait de faire des interventions, mettons, piquer, puis ça marchait pas. Puis elle a vraiment vu ça plus de proche. Moi, j'ai fini en césarienne avec l'épidurale, tout le... J'étais moins présente. J'étais moins pour ressentir exactement les faits puis associer ça. J'étais bien trop dépassée. Tabarouette que ça peut vraiment être rock and roll. Parce que ça va vite. C'est ça va vite. Puis ton corps est complètement... Les produits pour la préclampsie, l'épidurale, la césarienne, name it, là, j'étais vulnérable comme jamais. Et les services, les soins là-bas, parce qu'en plus, les médias ont sorti la naissance de Georges parce que un journaliste qui a appelé ça a été aussi devancé pour moi. J'ai pas pu l'annoncer moi-même. J'avais annulé un show avec un orchestre symphonique. J'en parle aujourd'hui. Puis, il y avait beaucoup d'éléments. J'avais joué avec l'orchestre, puis évidemment, j'étais à l'hôpital. Mais en tout cas, il s'est passé bien des affaires, mais je me suis sentie tellement bien pris en charge. Là. Il y a une infirmière on a gardée en contact. Elle est venue me revoir en show. Sonia, qui avait pris soin de Georges aussi, qui avait carrément finalement fait un petit toutou avec son battement de cœur. C'est là qu'on voit comment on peut être vraiment pris en charge avec beaucoup, beaucoup d'affection par le personnel de la santé. Oui, puis ça change toute l'expérience. Vraiment. Parce que, comme tu dis, tu étais dans un grand moment de vulnérabilité. Et ton petit Georges aussi. Exact. Ouais, puis tu sais, tirer tes gouttes de lait puis essayer de marcher pour aller donner le colostrum jusqu'à... Hey, c'est une traversée, ma chère, là. J'en reviens pas. Cheers, toutes les femmes qui traversent ça. Et il est arrivé chez toi après combien de semaines? À peu près. En tout, ça a été 3 semaines d'hospice, à peu près. Peut-être 2 semaines et demie. D'hospitalisation. Oui, c'est ça. Entre une semaine, admettons, puis pour pouvoir le transférer, il fallait qu'il y ait un certain état de stabilité puis de poids et tout ça. Puis après ça, une fois qu'on est arrivé au CHUM, la respiration se passait de façon plus autonome. Puis il a été, c'est ça, l'allaitement, placer ça. Puis à moins d'1 semaine, on était à la maison. Puis quand là, tout le monde était à la maison, comment tu t'es sentie? Écoute, je peux te parler de ces états-là, là, tu sais, comme même...
quand le bébé est à l'hôpital, puis là, t'es avec les autres, on dirait que même la notion de la lumière, de l'air dehors, tout est comme un peu différent. Quand t'es dans cette espèce de grande vulnérabilité-là, puis ça me fait beaucoup penser aux gens qui vivent des grands drames, que ce soit en néonate longtemps. Tu sais, Georges, il était quand même à la limite de la prématurité, il y a eu des complications, mais toutes les gens qui vivent avec un proche qui est très malade, la notion de la réalité en elle-même change. Le soleil n'est pas pareil. Tes perceptions, ta fleur de peau, puis tu prends conscience de chaque chose beaucoup plus, tu sais. Fait que tu prends conscience de cette réalité-là, de chaque petit détail, du soleil sur ta peau, tout est différent et précieux. On dirait que c'est ça que j'ai ressenti. Parce que la mort a été proche. C'est ça. Exact. Puis quand tu te retrouves puis que tout est correct, c'est aussi, my God, on l'a échappé belle, ou quelle chance d'être là, ou tout ce qu'on se construit dans notre tête avec le petit hamster qui occupe nos pensées, c'est comme si pendant un certain temps, il n'y a plus rien d'autre, là. C'est juste, on est là, puis ça va être correct, puis espérons, là, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? On dirait qu'on devient juste en mode soit de survivance ou de réaction, où il n'y a plus d'autre espace que d'être dans la conscience de ce qui se passe en ce moment-là. Et de s'inquiéter autant pour quelqu'un d'autre aussi. Mm-hmm. Pour ce petit être-là. Ah oui, puis les hormones après ça, puis le sentiment de ne pas avoir été, tu sais, comme d'avoir un peu raté son affaire, tu sais, c'est comme... On peut-tu en parler de ça? Oui. Non, mais parce qu'il y a plusieurs femmes qui même un accouchement par césarienne... moi, ma chum m'avait dit, toi, t'es chanceuse, t'as accouché. Puis je disais, mais toi, t'as eu 2 enfants, je pense que t'as dû accoucher. Mais moi, c'était par césarienne. Mais j'avais jamais réalisé que pour certaines, une césarienne, c'était comme un échec. Je disais, ben non. Mais tu sais, de pas. Moi aussi, mon fils Charles, j'ai accouché c'était plus tard que toi. Moi, c'était à 34 semaines et 3 jours. Mais il reste que toi, t'avais comme le sentiment que t'avais pas été jusqu'au bout. Ouais, j'avais l'impression... Je suis mitigée parce que l'histoire unique de sa venue au monde à Georges, c'est unique, c'est lui. Puis j'embrasse tout de ça. Ouais. Parce que c'est son histoire. Puis sérieusement, puis c'est pas... Sincèrement, j'aime tout de ça, finalement, tu sais, parce que ça a été ça, lui, ça a été ça, nous. Puis après ça, effectivement, dans l'idée de... J'ai souvent des phrases, là, tu sais, comme « c'est-tu normal? C'est-tu... » la normalité, comme genre la grande majorité traverse son accouchement puis va accoucher peut-être pas en césarienne, l'allaitement, tu sais. Bon, c'est sûr, nous, avec les jumeaux, ça a été vite calé parce qu'en plus, Paul était en siège, que ça allait être un accouchement planifié en césarienne, puis tu sais. Écoute, on s'en calisse. On a comme des enfants, sont là, sont beaux, sont, tu sais, Flo, elle a été jusqu'à 40 semaines. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans l'urgence, là, OK, on te provoque, puis là, le pitocin, ça fait pas assez de contractions assez fortes. Mais tu sais, j'ai senti mes contractions. J'ai été jusqu'à 6 cm de dilatation avant que je dise OK, mais je m'en allais encore accoucher naturellement, moi, là. C'est juste qu'à un moment donné, c'était à cause de cette induction-là, trop de temps passe depuis que tu as crevé tes os, puis boum, on y va, tu sais. Tout ça, ça se rationalise, mais c'est sûr qu'après, je reste comme, j'ai comme pas connu ça, moi, ce passage, on parle de vie, on parle de mort, ce passage par voix basse. Puis en même temps, je suis hyper féministe, puis l'allaitement, la pression de l'allaitement, je l'ai vécu après, tu sais, comme, mon Dieu, c'est ça ou c'est rien. Je veux plus rien savoir de ces pressions-là qu'on peut recevoir pour dire que c'est juste l'allaitement qui va fonctionner. Hey, excuse-moi, là, tu sais, t'as-tu des jumeaux, là? En tout cas, je veux pas me fâcher. T'as le droit si tu veux te fâcher, là. Non, mais je veux dire, il y a trop de concepts par rapport à ça. Puis, fait, oui, il y a beaucoup de pression extérieure. Exactement. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui dit pourquoi moi, j'ai pas eu ce parcours-là d'une femme qui accouche... puis c'est long, puis ça finit par y aller, puis that's it. Puis je me suis questionnée sur qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai fait une préclampsie. Bon, je jouais La vie est laide de Jean Leloup à 40 degrés au Francophonie une semaine avant, là, sur du drum. Fait que t'as quand même cherché des raisons. Oui, exact. Alors qu'il n'y en a pas dans la littérature, vraiment. Des fois, on dit quand c'est des garçons, peut-être par fécondation aussi, procréation assistée, ça peut augmenter un peu les chances mais c'est pas quelque chose qui est très, très documenté. Le pourquoi clair d'une préclampsie, tout ça. Mais oui,
c'est ça, je cherchais quand même des raisons. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que j'ai retenu quelque chose? Est-ce que j'ai... Tu sais, voilà. Fait que, ouais, on continue à se poser des questions comme si on avait une responsabilité alors que... Tu l'as dit, en plus, il y a la montée hormonale, tu sais, la chute hormonale, la montée hormonale. Tu sais, il y a toutes ces hormones-là qui viennent jouer. Oh my God, what a mess. C'est tellement un mess là, quand tu reviens à la maison, puis t'as tout ça, là, c'est... Ah non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais on en parle de plus en plus, de tout ça, là, tu sais, des postpartum, des défis rencontrés par les femmes légitimes, que ça soit plus quelque chose de tabou, de honteux. Oui, puis qu'on observe. Ouais. Tu sais, la personne qui le vit, mais aussi quand on est dans l'entourage, qu'on a cette responsabilité de dire, OK, là, on a beaucoup dans sa cour. Puis, tu sais, les phrases culpabilisantes là, face à ce qu'on devrait faire, là, elles n'ont pas besoin d'être lourdes de sens. Pour quand tu as un débalancement hormonal, ça a un impact. C'est clair. Ah oui, vraiment. Moi, ma fille, elle vient d'accoucher, ça fait pas si longtemps. Puis, en tout cas, il y avait quelques difficultés parce que Henri a des intolérances et ce qui faisait qu'il prenait pas de poids. Mais tu sais, tu viens vite à te sentir coupable parce que c'est mon allaitement. Est-ce que c'est ça? Tu comprends alors que c'est pas là. C'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Mais mon Dieu, que c'est difficile. Ben oui, écoute, on est mère protectrice. On pense que tout est entre nous et l'enfant. Puis que, je veux dire, on se met tellement de responsabilité de donner déjà, d'être dans l'inconnu, puis de devoir assurer la survie d'un petit être. C'est sûr qu'on ne check pas si c'est la faute du voisin. Là. On a cette tendance aussi très féminine parfois. Est-ce que tu as pensé en avoir d'autres enfants? Non! Non, mais sérieux, là, à 3, déjà, moi, je reproduis le pattern, pas le pattern, mais la matrice de ma famille, c'est-à-dire que moi, je suis le bébé de 3. Le fait qu'on était 2 mamans, puis on voulait porter toutes les 2. Tu sais, dans certaines familles, c'est comme, ah non, moi, je veux pas être enceinte, mais moi, c'était comme, toutes les 2, on voulait. Fait qu'on est allé un peu en ordre chronologique d'âge et de fertilité pour dire dans quel ordre on fait ça. Mais c'est moi qui voulais vraiment un 3e, déjà. Et après ça, c'était... Notre capacité était dépassée. Là. Les phrases, le 3e s'élève tout seul, là, messieurs, dames, c'est non. Ça, c'est pas la réalité. Et moi, je me suis fait dire ça souvent quand je suis enceinte de Juliette. Tu t'en rendras pas compte, elle va s'élever tout seule. C'est pas arrivé encore. Elle a 22 ans, je sais pas encore à quel moment elle s'est élevée tout seul. Ça, c'est des genres de phrases valises, creuses, comme si ça s'appliquait à tout le monde. T'sais. Juste la voiture, c'était déjà complexe à 3. Mais j'ai toujours aimé. À 3, moi, je me suis dit, ma capacité parentale est atteinte. Exact. C'est ça. C'est pour ça que je te réponds spontanément. Mais en ce moment, je regarde beaucoup. C'est comme si toute la notion, quand les enfants grandissent, tu regardes un peu où les groupes d'âge que toi, tu as. C'est-à-dire qu'on dirait que ça fait 3 ans que j'ai pas vu des poupons dans ma vie. Puis là, j'en vois des petits bébés. Hey, ça part pas, là. Ça part, mais là, t'es grand-maman. Fait que je me dis, peut-être ça va se vivre là, mais ça part pas. Le plaisir de les voir, de les prendre. Et puis là, puis là, c'est comme, non. Mais je revis pour la première fois, là, tu sais, comme si pendant un bout, c'est peut-être trop de gâteaux, je voulais même pas voir ça. Là, j'ai assez de distance pour faire comme, oh, Seigneur. Mais on a un chat bengal, Colette. Qui doit parler pas pire. C'est quand même des chats expressifs, les chats de bengal. On dirait que c'est notre fille, puis on compense avec elle. Mais tu sais, tu viens de dire quelque chose. Vous avez eu chacun vos grossesses. Ouais. Puis tantôt, tu as dit, bon, tu sais, je voulais des enfants, mais là, mon homosexualité, comment ça... Et là, finalement, c'est-tu comme un plus de pouvoir porter chacune les enfants? Tu sais, tu me dis ça, puis je trouve ça excitant comme principe de connaître ça, que les deux connaissent ça au sein du même couple. C'est sûr que c'est unique. Tu sais, quand je fais l'accumulation des éléments qui rendent notre famille unique, tu sais, homoparental, avoir des jumeaux, apporter chacun une grossesse, il y a plein d'éléments qui sont très, très, très rares. Tu sais, déjà, la famille homoparentale, c'est 0,8% de la société, là. On a bien beau dire, hey, c'est le fun, il y en a de plus en plus, puis tout, ça reste extrêmement rare. Fait que je trouve ça quand même magique, notre setup familial qui s'est auto-créé et qui n'a pas beaucoup de référents qu'on croise pas. Tous ces éléments-là, on croise pas souvent. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? C'est trippant, c'est riche de pouvoir vivre chacun. Tu sais, je me rappelle à la première grossesse, moi, c'est comme si moi, j'étais enceinte, là. Je veux dire, c'est comme je connectais tellement sur la grossesse, puis...
Donc, d'avoir aussi vécu ça, être à côté de quelqu'un d'enceinte, puis après ça, de le vivre, c'est sûr que c'est vraiment... c'est unique. Puis après ça, je sais qu'il y a plein de papas qui auraient voulu aussi vivre cette expérience-là. Puis est-ce que vous devenez comme une source, un exemple ou une inspiration pour d'autres couples que vous connaissez? Ben, je pense que quand même, j'entends beaucoup, là, comme pour des femmes lesbiennes qui veulent des familles, que oui, qu'on a joué quand même un peu des défricheuses dans la sphère publique, là. C'est sûr qu'il n'y en a pas énormément non plus. J'arrête pas de niaiser avec Catherine Levac, qui m'a copié finalement, qu'elle a fait son coming, qu'elle a eu des jumeaux elle aussi, puis que... et que sa gérante est ma sœur, ma gérante. On a fait un petit stand-up il n'y a pas longtemps, justement au show de la Fondation Gris Montréal. On a un duo qui s'en vient. Pour vrai, là? Non, ça aurait été le fun. T'es drôle. T'aurais pu tellement. Mais elle est venue ici, Catherine Levac, d'ailleurs, en parler. Puis, tu sais, je pense même, là, peut-être que tu vas dire, ah non, on va pas là, mais, tu sais, même tes parents, est-ce qu'ils... Tu sais, quand ils ont su que c'était lesbienne, est-ce que, tu sais, ils se sont dit, est-ce que j'aurai des petits-enfants d'Ariane qui, elle, veut des enfants? Tu sais, est-ce que ces questions-là arrivent? Parce que, il y a quelque chose de quand même, il y a une étape à franchir, des fois, qui peut être supplémentaire. Ouais. Et là, finalement, t'en as 3. Tu sais, c'est extraordinaire, j'imagine, vraiment. Pour eux aussi. Ben oui, vraiment. Mais j'ai vécu quand même, surtout ma mère, une espèce de un accueil à la hauteur de la grandeur de son cœur, et sa phrase un peu déformée de Khalil Gibran qui dit toujours « J'ai mis 3 beaux enfants au monde, mais ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à la vie. » À chaque anniversaire, on répète ça. Puis c'est un peu comme ça qu'elle nous a mis au monde, puis élevés. Puis ça aussi, c'était à la hauteur de ça. C'est comme « Qui es-tu? Qui veux-tu être? Moi, je t'aime entière. » Puis, toi, il n'y a pas eu de transition? Ou est-ce que tu as toujours été comme... Je veux dire, est-ce que, par exemple, ton homosexualité, je ne sais pas à quel âge tu t'es dit clairement, c'est ça que je suis. Est-ce que ça a été long entre ce moment-là et le moment où tu en as parlé à ta mère? Écoute, aujourd'hui, on parle de toutes les nomenclatures d'identité, puis de possibilités de fluidité, puis de tous ces termes qui permettent de mettre un mot sur qui on est. Mais moi, c'est sûr que j'ai eu des amoureux gars, que je me suis considérée bisexuelle, que ça n'a pas été... C'était pas noir ou blanc. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis je pense qu'en quelque part dans ma nature, ça reste comme... Ça aurait pu être la bisexualité, le terme. Aujourd'hui, je me considère vraiment lesbienne, puis j'ai pas peur des mots non plus. Puis j'ai fait ma vie avec ma femme, puis c'est comme... C'est clair, mais ça a été long. Ça a été pas... super clair pour moi avant. Puis c'est ça qui a fait que, mon coming out il est venu en 2012, mais j'étais pas capable trop là, de m'afficher en vivant à l'intérieur de moi une forme d'homophobie internalisée, une forme de... Tu te jugeais à quelque part. C'est pour ça que quand aujourd'hui on parle là, on parle de recul en ce moment sur les droits LGBTQ puis l'homophobie, mais des fois, pour les gens à l'extérieur, c'est comme, ben oui, là, il n'y a rien là, c'est facile, là, tout le monde peut être qui veut, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais sais-tu ce que chaque personne qui doit faire l'acceptation, le processus et son coming out, sais-tu ce qu'elle vit intérieurement? C'est pas parce qu'on dit que tout est beau que ça enlève l'intensité de cette assumation puis de cette acceptation pour les personnes qui s'identifient d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je trouve que des fois, c'est un peu hypocrite l'impression d'envoyer des messages sociaux qui minimalisent ce que ça peut représenter pour eux, parce qu'ils ont fait leur chemin de dire « Moi, j'accepte, hey, ma cousine est lesbienne. » Mais ça n'enlève pas que pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup de difficultés vécues pour les personnes qui doivent s'assumer tels qu'ils sont. C'est pas facile toujours. Fait que c'est ça. Moi, ça a été très pas caché dans ma famille, dans mes amis, tout ça. Même quand je commençais mes albums et tout ça, j'étais bien claire dans ma vie personnelle, mais j'ai trouvé ça quand même... ma blonde m'a aidé beaucoup. Des regroupements comme Let's Spread the Word ou toute la nouvelle génération qui se décomplexifiait, qui politisait aussi l'homosexualité, ça m'a poussé dans le cul, à un moment donné. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé une fois que tu as fait l'annonce? Parce que tu l'as fait publiquement, c'était à tout le monde en parle. Oui, exactement. Que tu l'avais dit, ouais, ça a tout changé.
Tu sais, j'aurais pas. Tu mets la petite Ariane devant toi. Avant ça, j'aurais été beaucoup plus craintive en entrevue. J'avais l'impression, on va-tu aller là, on va-tu parler de ça? J'en ai parlé, j'allais faire Nagui Taratata. Ce jour, il m'avait comme mis out en onde, alors que on dirait que j'avais pas catché que l'Internet voyageait. Puis que je venais de faire mon coming out à Montréal, mais dans ma carrière française, j'étais pas rendue là. C'est pas quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Puis là, tu dis, Ariane, dernièrement, tu as fait un... Puis là, pouf, sans en parler avant, en ondes, dans la plus grosse promo que tu peux pas imaginer. Oui, Taratata, c'est incroyable. C'est ça, j'étais pas prête. J'étais pas prête à... C'est un genre d'en direct de l'univers, quasiment. Ouais, c'est comme un show de perfo, mais international, où tu peux Oui. croiser Sinéad O'Connor en même temps que tu vas faire ta toune. Puis, c'est fou, hein, quand ouais, même. fait que ça m'avait brusqué. J'avais trouvé ça indélicat de pas avoir amené ça soit avant. Écoute, on va parler de ça, es-tu à l'aise? Puis j'avais genre tweeté après, je peux pas croire, j'ai fait 1000 km pour venir me faire outer sans mon consentement. Aujourd'hui, je me dis, bon, il y avait une partie de moi qui était justement pas prête. C'était-tu mal à ce point-là? Mais j'ai trouvé que ça manquait de délicatesse. De finesse. De finesse, exactement. En plus, c'est ta vie privée. Ben oui, je veux dire, c'est gros. Oui. Tu sais, surtout il y a quelques années, là, tu sais. Fait que est-ce que le regard des autres a changé à ce moment-là? Mais ça a été tellement libérateur. Ça a été tellement libérateur. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup dans cette idée-là de ma retenue, il y avait beaucoup l'idée de ne pas vouloir être étiquetée la chanteuse lesbienne du Québec. Parce que mon orientation sexuelle est une partie de qui je suis, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas tout ce que je suis, puis c'est comme n'importe qui dans la vie. Notre sphère intime, c'est une partie de qui on est. Mais j'ai l'impression qu'on allait en faire un porte-étendard, puis ça me tentait pas. Mais ça a été tellement un beau retour. Je me rappelle, je faisais la voix, puis j'avais annoncé aussi les jumeaux. Ça a été vraiment une super... une super constatation de la chaleur humaine aussi des Québécois, puis du public, puis de sentir que les gens étaient contents pour moi. Puis moi, ça m'a libérée aussi pour être entière en entrevue. De pas avoir des calculs de je vais pas être à l'aise, je vais vivre quelque chose si on va là. Puis, puis dans ma création, puis dans juste mon aisance globale, là, je te dirais. Là, mais moi, quand je te vois, puis tu parles de ta famille, pour moi, l'émotion, en tout cas, ce que je ressens, c'est de la douceur. Qu'il y a quelque chose de fluide dans tout ça. Puis ça fait du bien à tout le monde. Mais je peux imaginer que s'il y en a qui retiennent justement, qui camouflent, t'as envie de dire, ben si j'abattais ce masque-là, j'aurais peut-être accès à ça. Ben oui, et complètement. Ça fait du bien. Par rapport aux enfants, il était hors de question que j'aille de l'avant avec un projet homoparental puis que je ne sois pas entière. Je veux dire, juste pour mes enfants, tu peux pas avoir un parent qui assume à moitié ce qui est en train de leur dessiner comme terrain de vie. Fait que ça, c'était aussi fondamental. J'allais dire quelque chose d'autre, mais... En tout cas, il ne faut pas qu'on recule sur ce terrain-là. Mais non. Bon, c'est pour ça, en ce moment, je suis de tous les fronts. Là. Je viens de faire la musique pour une campagne émergence sur les alliés, l'importance des alliés. Les gens hors de la communauté LGBTQ, fondamentaux. Tu veux voir un joueur de hockey qui va backer une personne homosexuelle. Tu veux voir des gens qu'on associe à l'hétéronormativité, à être présents puis derrière la communauté. Fait que c'est une belle campagne. C'est ça. Moi, j'ai été peut-être pas toujours très, très politisée dans mon rôle par rapport à... Je sais pas, l'art et la politique, pour moi, c'est toujours un peu touché. Je veux juste être sûre de sentir les choses quand je les fais, puis tout. Mais là, je suis comme... Tassez-vous, là. Mais là, tu as un niveau d'engagement qui est supplémentaire. C'est ça, exactement. Oui, puis qui est comme très, très fort en moi. Là, c'est ce besoin-là de faire tout ce que je peux pour aider à la cause, parce que cette violence-là que les jeunes peuvent subir à l'école... Ah non, mais c'est... Oui, puis ce qui se continue à la maison avec les réseaux sociaux. Exactement. Là, ça reste quand même une des causes principales de suicide au Québec. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il y ait un retour. Puis... Exact. Même s'il y a 5 ans, on était là à dire « Wow, c'est un petit arc-en-ciel, tout est beau. » C'est choquant de voir la vitesse avec laquelle il y a eu un recul, puis il faut s'en occuper, là. On est rendu à Eros et compagnie. OK. C'est peut-être là que le choré va sortir. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît. J'ai hâte de voir le niveau, là. Oui. Tu peux te reprendre de l'eau, hein, si tu veux. Ah oui, non, là. Ouais. Je vais te servir de l'eau pendant que tu brasses tes cartes. Faut pas regarder.
C'est ça, tu m'en donnes 4 de celle-là. Ouais, merci. J'adore le soin que tu as de rappeler toujours les règlements parce que des fois, on oublie. Et on répond à une seule question. Tu vas Grâce répondre à compagnie, on a-tu un petit. Si on répond, on a-tu un petit jouet qui vient avec ça? Écoute, si on le dit, c'est sûr que tu vas en avoir un. Il aime beaucoup. Peut-être même qu'on en a, je ne sais pas. Ah oui, on en a ici. On va pouvoir te donner un petit jouet. Merci coquin. beaucoup. On en a. Écoute, on garde nos invités. De quelle façon ta vie sexuelle a-t-elle évolué au fil du temps? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Es-tu à l'aise avec la nudité? Quelle place accordes-tu à ta vie intime? Oh my God. T'en choisis qu'une seule. Il y a différents niveaux là, d'engagement dans chaque question, mais c'est parce que je me vois juste comme. Ben oui, prends ce que tu veux. Là. Tu sais, dans le fond, tu ne peux pas créer de malaise. Non. Il y en a qui répondent à tout. Hein? Il y en a que tu ne m'attends pas à ça. Disons, on va tout te répondre ça. Écoute, c'est juste que es-tu à l'aise avec la nudité? Je sais pas pourquoi. J'écoute beaucoup l'album Nu de Philippe Catherine en ce moment. Ça t'inspire? J'ai eu envie. Je suis vraiment à l'aise avec la nudité. Vraiment. Tu sais, j'ai grandi dans un. Donc, j'ai pris la question, es-tu à l'aise avec la nudité? Dans un environnement aussi de sport, des vestiaires. Il y a quelque chose que. Ça fait pas partie des trucs là où je veux pas qu'on me voit, où je me sens. Il y a une partie de moi qui aurait pu s'imaginer être une personne qui va sur des plages nudistes. Il y a quelque chose dans le côté. Tu pourrais le faire? Je veux dire, je serais pas mal à l'aise avec cette idée-là de voir le corps comme. D'arrêter de toujours vouloir soit le cacher ou soit de revenir à quelque chose d'un peu primitif avec ça. Je trouve que c'est une façon aussi de s'accepter ou de revenir à quelque chose d'hyper normalisé sur l'anatomie. Puis, fait que, oui, si tu passes devant chez nous, tu vas peut-être me voir tout nu en train de marcher dans la maison. Mais est-ce que ça te procure une forme de liberté aussi, d'être à l'aise comme ça avec le corps? Mais tu sais, à l'aise avec le corps, je veux pas non plus dire que j'ai aucun enjeu d'enjeu corporel par rapport à mon image et tout ça. Mais la nudité en soi, ouais, je pense que... Mais la nudité, c'est voir le corps sous toutes ses formes aussi. Non, c'est sûr, il n'y a pas de camouflage. Non, là. c'est ça. Oui, je pense que ça peut être une façon de se... finalement, à force de s'accepter nu, de se voir et de... Justement, de pas toujours être dans la répression de qui on est en masquant et tout ça. Fait que c'est peut-être... oui, je me pars un podcast sur la nudité bientôt. Je vais vous donner des outils. Mais moi, je trouve que ça fait du bien de parler de la nudité. Ouais. Parce que ça nous questionne. Tu sais, moi, je suis très pudique. Là, je t'entends parler, puis j'aimerais ça avoir accès à ça. À cette... Et moi, les vestiaires, ça m'a toujours terrorisée. Tu comprends? C'est pour ça que je dis ça, parce que je sais que je pense pas que je suis dans la majorité des gens par rapport à ça. Oui, mais tu devais être bien, là, toi, là. Parce que moi, ça m'a toujours... là, les vestiaires, tout le monde se change. Ben oui. Hey, là, c'est comme... J'ai pas le goût de comment je vais faire pour me... Je pourrais-tu rentrer dans le casse pour essayer de me changer, tu sais? Pour moi, ça a toujours été un enjeu, ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des parties... Je pense que je le nomme parce que, paradoxalement aussi, je vais beaucoup juger mon corps ou tu sais, j'ai été beaucoup dans les enjeux de poids puis tout ça, puis de pas me trouver assez ou assez belle ou tout ça. Mais en même temps, un petit côté homo sapiens où je suis bien avec l'idée d'être bien nue, là, tu sais. Mais est-ce que les enjeux par rapport à ton corps viennent de toi ou de l'extérieur? Je pense du regard que des mon corps autres, s'est transformé à travers le temps entre la petite ado sportive allumette puis tout mon parcours après, j'ai eu plus de poids puis tout ça. Puis je pense que j'ai un métier extrêmement exigeant pour pas faciliter la tâche de s'accepter puis de s'aimer parce que j'ai trouvé ça quand même violent, là, des commentaires. Tu te sens moyennement bien avec l'idée d'être en surpoids ou pas dans la majorité ou dans l'idéal qui devrait exister. Puis t'ajoutes à ça des commentaires, la grosse lesbienne sur Facebook, t'ajoutes à ça la pression de voir que quand on te regarde, on pense juste à ton enveloppe corporelle. C'est niaiseux de même, ça n'a pas de sens, mais on va se dire les vraies affaires. C'est toujours par là que ça passe. Les critiques, il y a des gens qui regardent, qui te... Fait que tout ça, je pense que ça aide pas une femme à se sentir donc bien dans sa diversité surtout corporelle. Surtout quand tu viens de vivre un beau moment,
Puis là, tu tombes sur des commentaires ouais, comme exact, ça. qui te réduisent à ça. Ça pète une balloune, Hey, ça. Vraiment, puis ça te met une carapace, ça t'aide pas à vraiment être dans l'acceptation de qui tu es complètement, alors que ta tête voudrait ou que tu... C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça vient pas juste de soi, puis il y a vraiment un caractère social aussi à ça. Penses-tu qu'on peut arriver à pas être influencé ou atteinte par ces commentaires-là? C'est une très bonne question. Puis moi, honnêtement, en toute transparence, peut-être là, j'y arrive plus, mais j'ai pas... je suis pas immunisée contre ça. Puis que ce soit, on parle du corps, mais que ce soit comme des critiques ou en général, c'est difficile de se calisser des méchancetés qu'on nous envoie là, dans la vie. Là. Il y a personne beaucoup. qui... C'est ça. Exact. Fait que de dire rien ne m'atteint là-dedans, j'y crois pas beaucoup. Après, de contextualiser puis de dire « Oh, cette personne-là n'est pas bien, elle vit aussi un mal-être intérieur, puis elle le projette. » On peut tout faire ça, mais des jugements gratuits axés sur l'apparence physique ou autre, Parce que toi, t'es coquette, t'as un rapport avec la mode. Là. On le voit tout le temps. Là. C'est important pour toi, ça? Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que je suis allée aux Enfants de la télé puis il y avait une espèce de recap de carrière puis j'étais comme, mon Dieu, ce rapport avec la mode est assez Ah non? rempli de ratés. Mais Sur le temps. Mais il n'y a pas une recherche. Il me semble que quand on te voit... Oui, il y a... oui. J'aime plus ça aussi que comme avant. Je sais pas trop... Ça m'intéresse, mais je veux dire, je regarde mon ami collègue Pierre Lapointe, c'est à l'essence même de son travail, l'image, le vestimentaire, c'est comme ça avec la musique. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus que moi par rapport aux vêtements et tout ça. Mais oui, j'aime ça, me sentir bien, j'aime ça la mode, j'aime ça les beaux petits looks, puis j'ai la chance d'avoir une styliste quand je vais faire des choses, puis je m'amuse vraiment avec mon amie Olivia, c'est une amie dans la vie. Fait que je pense que ça s'est comme un peu développé avec le temps. Mais tout ça pour dire que, regarde, je serais nue tout le temps, puis ce serait aussi correct. Mais tu sais quoi? J'ai comme l'impression qu'avec la nudité, c'est là qu'on est le moins attaquable. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens, regarde, exact. voici, c'est ça mon corps. Il n'y a aucun camouflage. J'essaie pas de montrer telle affaire. Exact, c'est vrai. C'est pour ça que c'est paradoxal. Puis c'est oui. pour ça que je trouve ça intéressant, le dernier album de Philippe Catherine autour de la notion de la nudité aussi, parce que c'est un artiste qui est dans la cinquantaine. Tu vois que sur le contenu de son album, il parle aussi de la nostalgie, le vieillissement, là, tout ça, mais son concept, parce qu'il est unique puis il est le seul à pouvoir faire des choses un peu frontales comme ça, il y a un bob puis il est nu. Je trouve que ça exprime bien, ça image bien le côté, ben regarde, tout nu, il n'y en a plus d'autres armes, il y a juste moi. Puis ça, je sais pas, ça évince aussi peut-être plein d'autres concepts que la protection que le vêtement amène. C'est intéressant. Ben moi, tu vois, il y en a quand même quelques-uns qui ont répondu à cette question-là. Et ça vraiment... Ça nourrit une réflexion. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On sent qu'on pourrait creuser dans la réflexion autour de ça. Oui, il y a quelque chose. Pourquoi, moi, ça, c'est un enjeu? Pourquoi, toi, ça l'est pas? Tu sais, puis je t'écoute, puis moi, j'aimerais ça atteindre ça. Puis je pense qu'on est plusieurs comme ça. Puis des invités qu'on soit, puis c'est tout le contraire. Ils sont pas capables de... ce rapport-là est excessivement difficile. Ouais. Puis ça, c'est peu importe le corps. Hein? Exact, c'est ça. C'est pas une notion. C'est pour ça que je te dis que ça n'a pas rapport avec le fait de se trouver gros ou de... Mais là, quand tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois présentement? Ben, là, je me sens bien. Je me sens en phase, je pense, entre mon extérieur, l'intérieur. Je me sens comme dans une ère nouvelle, entre guillemets. C'est drôle parce que je faisais des shows puis il y avait des commentaires de stories. Là, le era Ariane, c'est l'été Ariane. Puis, en même temps, je fais des petits shows, je commence ma tournée, je joue dans des places. Là, le Beat et Betrave, le Minotaur, c'est 150 places. Il y a une partie de moi qui se dit, on dirait que je recommence. Puis là, je pars dans des petites salles, puis là, je grossis mon affaire. Puis en même temps, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle ère de ma vie de femme. Ouais, un petit peu plus, peut-être, le fond, la forme, quelque chose de plus enligné, de plus assumé. Ça a l'air tellement bien. Ben là, c'est ça, c'est un peu bizarre de dire. C'est bizarre, hein? On n'a pas de la facilité à dire quand on se sent pas bien. Et là, je me trouve presque complaisante à dire je me sens bien.
Non, mais on vient de comprendre pourquoi. Tout le cheminement, mais il faut le dire quand on se sent bien. C'est beau se sentir bien. Puis tu sais, en même temps, tout ça, c'est fragile. Tellement, c'est pour ça que j'ai pas le goût de jinxer, c'est ça. Non, c'est pas arrêté dans le temps. C'est ça, aujourd'hui, tu te sens bien. Exact. Puis c'est pas un trophée non plus. C'est pas meilleur que personne d'autre. Puis des fois aussi, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, je me sens bien », mais tu sais, en dessous, ça va pas du tout. Fait que c'est fragile. Puis j'aimerais mieux dire, comme tu dis, aujourd'hui, je me sens bien, puis j'ai pas envie d'envoyer le message que c'est quelque chose qu'on attrape puis qu'on garde le bonheur. Parce que moi, je pense que si aujourd'hui je me sens bien, c'est parce que je suis très à l'aise avec l'idée d'avoir des grandes souffrances qui vont peut-être revenir, puis tout ça se transforme. C'est plus ça qu'il faut regarder. Parce qu'on peut se sentir bien, puis tu peux être de mauvaise humeur dans une demi-heure, mais ça veut pas dire que tu te sens pas bien. C'est que ça, c'est ponctuel. Tu sais, il y a des choses qui sont pas tout le temps chroniques dans nos vies. Exact. Tu as des affaires qui arrivent, puis bon, il y a une solution, mais du moment, tu n'es pas content, mais il reste que, tu sais, ce sentiment de juste être à la bonne place. Oui, exact. D'avoir des outils, la chance aussi d'avoir des outils pour soit nourrir ce jardin-là, ou que s'il y a des choses qui vont moins bien, j'ai les outils pour aller. C'est ça, la construction d'une vie aussi. Ça repose pas juste sur soi. C'est de dire, j'ai ce qu'il faut autour, ou si ça chavire, ben je suis pas seule, tu sais, aussi, là. Oui, j'ai mon village. Exact. Dernière question, Ariane. Je pensais à ça, tu pourrais faire une spéciale Ouvre ton jeu en nudité. Peut-être que ça t'aide. C'est pas moi qui l'animerais. J'aurais été... Ça te casserait ça d'une shot. Peut-être. Non, mais sérieusement... Let's go! Non, mais je suis rendue... Écoute, ça vient vraiment me chercher, cette affaire-là, parce que je me dis, il faut que je règle comme ça. Il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que... Tu sais, je suis tellement en ouverture, en acceptation. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas obligé d'être toute, là. Non, je vais pas me promener tout nu dans la rue. Non, je comprends, mais tu sais, d'atteindre ce niveau d'aisance-là. Oui, je comprends. Mais tu sais, ouverture affective, ouverture aux autres et tout ça, c'est pas... Peut-être que c'est pas obligé d'être aussi totalement en phase avec... Mais je comprends ce que ta question. Je de me baigner nue dans mon lac, là. Exact. Mais tu vois, moi... Une prescription. À un moment donné, j'étais avec une amie au chalet, puis elle a dit, je m'en vais me baigner. Puis elle enlève la robe de chambre, il y a rien en dessous. Je dis, ben là, voyons, t'as qu'est-ce qu'elle fait ça? Ben moi, j'étais pas bien. Je suis pas allée me baigner, là. J'étais là, faut-tu que je mets... Moi, je mets non. Mais tu vois, puis là, je me dis, mais c'est quoi cette réaction-là? Mais en même temps, je la trouve encore bizarre d'avoir fait ça. Exact. Tout à fait. C'était comme un peu awkward sur le coup. Toi, tu l'aurais fait. Hey, moi, me baigner nue, puis là, je te fais une prescription, Marc-Claude, dans ton été au chalet. Remets-toi seule. De faire ça, déjà, puis de tranquillement avec toi-même. De pas plus grand bonheur que ça. OK. Bon, OK, Ariane. Je te demande pas une photo. Non, parce que personne ne va me voir. Tu peux être sûre de ça. Avec toi. Commence par avec ça. Avec moi, il va faire bien noir. Exact. OK, parfait. J'essaye ça. Ça a l'air d'être bien libérateur. Non, mais c'est parce que c'est le côté libérateur qui m'intéresse. Exact. On expérimente. Les sensations. OK, j'essaie d'expérimenter ça. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est ça, peut-être qu'au début, tu peux y aller juste pour les sensations, même pas dans... Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Tu m'en donneras des nouvelles. Je t'en donnerai des nouvelles. Question Opto-Réseau. Quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, de quoi es-tu le plus fier? Les grandes questions. Je pense que j'ai le mot instinct qui vient dans ma tête. Je pense que c'est d'avoir fait confiance à mon instinct, mais c'est fragile encore une fois. Mais oui, je pense que d'avoir écouté cette petite voix, puis ça m'a été transmis aussi par ma mère. Je me rappelle au moment où je voulais, moi, être pédiatre, puis là, c'était le temps d'aller au cégep en musique, puis je disais à ma mère, ben là, je veux pas manger du beurre de pinot toute ma vie, puis là, je me sens pas comme une bohème ou une artiste, puis elle m'a dit, va voir, puis si c'est pas ça, puis tu referas tes sciences, puis je n'avais pas les notes nécessairement, mais ce regard-là de pitch-toi, va voir, tu sais, mets-toi l'orteil dans l'eau, puis c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai regardé la vie. Ça m'a donné la confiance d'aller voir des choses. Puis je pense que cette voix, cet instinct-là, ça a été le guide de mon histoire de vie jusqu'à maintenant, qui m'a permis de faire des choix en fonction de ce que je ressentais, puis d'aller chercher, explorer. Est-ce que c'est ça que je veux? Je vais aller... Puis ça a été un guide, puis je pense que c'est fondamental d'écouter ça pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Ariane Moffat? Cultiver le jardin, reprendre
peut-être un air d'aller post-enfant en bas âge qui va continuer à être vraiment stimulant artistiquement, puis je sais pas, continuer à avoir la chance d'être en santé puis d'être le mieux possible. J'ai pas des grandes demandes à l'univers, on va dire. Consolider. Consolider, c'est bon, ça, consolider. Ça veut dire que tu as pas mal d'affaires. C'est ça, puis j'ai dit, puis j'ai le goût que ce soit... Que ce soit là pour longtemps. Bien pris, bien arrosé, tout ça. Merci beaucoup et continue de nous divertir de cette façon-là, d'être qui tu es, de surtout nous parler à travers tes chansons. Parce que oui, il y a la musique, mais il y a les paroles, il y a les réflexions, il y a... Alors, merci d'être dans notre univers artistique, chère Ariane. C'est une belle rencontre. Vraiment, c'est fait du bien. Ouais. Fait du bien, ça. Merci tout le monde d'avoir été là, puis on se dit au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.